Il y a 50 000 ans, l'Europe glaciaire était dominée par des loups qui chassaient en meute, allant jusqu'à 15 individus et pesaient environ 45 kg chacun. Mais les Néandertaliens, mesurant seulement 1,65 m avec des cerveaux de 1400 cm3, affrontaient ces prédateurs quotidiennement en utilisant des lances de 2,5 m sans pointe de jet. La température moyenne était de moins 15 degrés Celsius, et chaque affrontement pouvait signifier des blessures fatales sans traitement médical. Prépare-toi à dormir en écoutant cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente depuis quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Imaginez un instant le froid. Un froid tel qu'il vous mord la peau et glace vos poumons à chaque inspiration. Maintenant, imaginez devoir survivre dans ce monde chaque jour en étant à la fois le chasseur et le chassé. Ce n'était pas un monde de paix, mais une scène de compétition brutale où la vie se gagnait au prix d'une lutte incessante. Pour les Néandertaliens de l'Europe glaciaire, cette lutte avait un visage et un nom, le loup des cavernes. Leur existence ne se résumait pas à chasser le mammouth et à se protéger du gel, elle était rythmée par une interaction quotidienne, souvent conflictuelle, avec un autre super-prédateur exceptionnellement organisé et résistant. Leur monde, une immense steppe toundra balayée par les vents, était d'une pauvreté écologique trompeuse. Sous un ciel souvent plombé, la vie était rare, concentrée et farouchement disputée. La température moyenne tournait autour de moins 15 degrés Celsius, un chiffre qui ne rend pas justice à la morsure du vent, aux nuits interminables, aux paysages où la neige pouvait persister toute l'année. Dans cet environnement, chaque calorie comptait, chaque parcelle de graisse, chaque muscle d'un animal abattu était une victoire cruciale. Et c'est précisément sur ces victoires que se jouait la concurrence la plus acharnée. Les grands herbivores, mammouths laineux, rhinocéros à fourrure, bisons des steppes et rennes formaient la base de l'économie alimentaire. Mais ils n'étaient pas des proies faciles et leur rareté relative signifiait que les chasseurs, qu'ils soient humains ou canidés, devaient couvrir de vastes territoires et saisir chaque opportunité. C'est ici que les chemins des deux espèces se croisaient inévitablement, et pas seulement de manière occasionnelle. Le Néandertal et le loup des cavernes, Canis lupus spelaeus, occupaient le même échelon écologique, celui de prédateurs apex. Ils n'étaient pas simplement des chasseurs, ils étaient les chasseurs suprêmes de leur écosystème, avec peu ou pas de prédateurs naturels au-dessus d'eux. Cette position partagée créait un chevauchement de niches fondamentales et inévitables. Ils convoitaient exactement les mêmes proies, traquaient dans les mêmes vallées, surveillaient les mêmes troupeaux. Cette concurrence n'était pas un accident de la nature, mais une condition structurelle de leur existence. Pour le comprendre, il faut se représenter leurs besoins vitaux. Un groupe de Néandertaliens, avec leur métabolisme probablement élevé nécessité par la régulation thermique dans un climat polaire, avait besoin d'un apport calorique énorme, riche en protéines et en graisses. La chasse au gros gibier n'était pas un choix, mais une nécessité absolue. De l'autre côté, une Mathilde loup des cavernes, pouvant compter jusqu'à 15 individus, avait des besoins collectifs tout aussi colossaux. Ces loups n'étaient pas les cousins un peu plus maigres de nos loups modernes, ils étaient construits plus solidement, avec une masse musculaire adaptée à l'affrontement avec la mégafaune et une endurance à toute épreuve pour les hivers sans fin. La compétition n'était donc pas une simple question de territoire au sens abstrait. Elle se cristallisait autour de ressources concrètes et immédiates, la carcasse encore chaude d'un jeune mammouth, le corps d'un bison épuisé après une longue course, les restes d'un renne pris dans la neige. Pour un groupe de Néandertaliens revenant d'une chasse éprouvante, la découverte d'une Mathilde déjà en train de se nourrir sur leur prise représentait une crise profonde. Perdre cette nourriture, c'était risquer la famine, l'affaiblissement et à terme la mort du clan. Inversement, pour une Mathilde loup, la présence d'humains armés de lances près d'une proie qu'ils avaient peut-être eux-mêmes partiellement poursuivie était une provocation et un vol potentiel. Cette tension permanente autour de la nourriture transformait chaque rencontre en un possible point de conflit. Mais la lutte ne se limitait pas à ces moments de confrontation directe sur une carcasse. Elle influençait tous les aspects du comportement. Les déplacements des groupes de Néandertaliens devaient tenir compte des territoires de chasse des grandes Mathildes, des itinéraires migratoires des herbivores que les loups suivaient aussi, et des sites de tanières potentiels. Le choix d'un lieu pour établir un campement temporaire ou un abri plus durable devait intégrer le risque de prédation. Était-ce un endroit facile à défendre? Les abords étaient-ils dégagés pour voir arriver un danger?
Y avait-il des signes récents de passage de loups? Cette réalité fait de la relation entre Néandertal et loup bien plus qu'une série d'affrontements spectaculaires. C'était un élément central de leur économie de subsistance, une force écologique qui dictait à leurs mouvements, leur organisation sociale et même leur évolution. Être un bon chasseur ne suffisait pas, il fallait aussi être un gardien vigilant, un tacticien capable d'évaluer en une fraction de seconde la menace représentée par une meute et de prendre la décision qui sauverait le groupe, tenir bon et défendre le butin, ou battre en retraite pour vivre et chasser un autre jour. Cette évaluation constante du risque et du bénéfice était une gymnastique quotidienne. Par exemple, s'approcher d'un animal blessé mais encore dangereux exposait à un double péril la colère de la proie et l'attention des prédateurs attirés par le sang. Le succès d'une chasse pouvait immédiatement attirer le danger, transformant la joie de la prise en une urgence défensive. Cette pression incessante forgeait des comportements et des compétences spécifiques. La coopération au sein du groupe humain n'était pas seulement utile pour la chasse, elle devenait vitale pour la défense. La capacité à communiquer rapidement, silencieusement ou par des cris précis, à se positionner pour former une ligne défensive, à utiliser le terrain et le feu comme des armes dissuasives, tout cela était sans cesse aiguisé par la présence des loups. Regardons maintenant le paysage lui-même, ce théâtre de leur rivalité. L'Europe de l'ère glaciaire n'était pas un désert de glace uniforme, mais une vaste steppe herbacée, la toundra steppe, parsemée d'arbres nains et traversée par des rivières. Cette végétation basse offrait une visibilité relativement bonne, mais aussi peu de cachettes. Les rencontres devaient souvent être soudaines, à courte distance. Dans cet espace ouvert, l'avantage pouvait basculer rapidement. Une mathilde de loups pouvait repérer un groupe humain de loin, tout comme l'inverse. Les points d'eau, lieux de vie essentiels pour tous les animaux, devenaient des zones de mixité et donc de tension élevée. Les zones plus accidentées, avec des ravins ou des éboulis rocheux, pouvaient être utilisées comme pièges naturels pour la chasse, mais aussi comme refuge en cas d'attaque. La compréhension intime de cette géographie, la mémoire des lieux de conflits passés, des tanières connues, des passages sûrs, constituait un savoir précieux transmis de génération en génération. Cette connaissance écologique détaillée était une arme aussi importante que la lance. Elle permettait d'anticiper, d'éviter ou de préparer le terrain en cas de confrontation inéluctable. Enfin, il faut considérer l'impact de cette compétition sur la physiologie et la psychologie des Néandertaliens. Leur corps robuste, leur force physique extraordinaire n'étaient pas des adaptations uniquement destinées à affronter un mammouth ou à supporter le froid. Elles étaient également parfaitement adaptées à un combat défensif ou offensif contre des prédateurs déterminés. La puissance de leur buste, la solidité de leurs os, leur centre de gravité bas, tout cela pouvait faire la différence dans une mêlée rapprochée où il fallait tenir ferme, pousser, frapper avec une arme de jet ou une lance d'estoc. Mentalement, vivre sous une telle menace constante devait forger une conscience aiguë de l'environnement, une vigilance de tous les instants, surtout la nuit, période d'activité privilégiée pour les loups. Le feu ne servait pas seulement à cuire la viande ou à se réchauffer sa lumière, et son crépitement créait un périmètre de sécurité psychologique et physique, un mur de chaleur et de peur animale instinctive, contre lequel même les prédateurs les plus audacieux hésitaient à s'aventurer. Ainsi, la lutte quotidienne contre les loups n'était pas un chapitre séparé de la vie de Néandertal, elle était tissée dans la trame même de son existence. Elle influençait où il dormait, comment il chassait, comment il se déplaçait, comment il communiquait, et comment son groupe se structurait pour la défense mutuelle. C'était une donnée écologique fondamentale, une pression évolutive constante qui contribua à façonner l'espèce formidable, résiliente et profondément adaptée à son monde que fut l'homme de Néandertal. Cette cohabitation conflictuelle avec le loup des cavernes est un rappel puissant que la préhistoire n'était pas un jardin paisible, mais un équilibre dynamique et souvent violent entre des volontés de survivre tout aussi féroces les unes que les autres, où chaque jour exigeait de mériter sa place au sommet de la chaîne alimentaire. Pour vraiment saisir l'ampleur du défi auquel les Néandertaliens faisaient face quotidiennement, il faut plonger les yeux dans ceux de leur adversaire. Imaginez une silhouette se découpant dans le blizzard, passe sur pattes, trapue, avec une fourrure épaisse qui semble absorber la lumière pâle de l'hiver. Ce n'est pas un loup moderne, c'est une machine de guerre évoluée, parfaitement rodée par des centaines de milliers d'années de glaciation. Le loup des cavernes, Canis lupus pelagius, n'était pas simplement un prédateur parmi d'autres dans le paysage, il en était l'un des architectes,
une force écologique qui modelait les comportements des troupeaux et, par conséquent, ceux de tous les autres chasseurs, humains inclus. Sa simple présence imposait un respect mêlé de crainte, car il représentait l'efficacité collective poussée à son extrême dans un monde où la solitude équivalait à la mort. Comprendre sa nature, c'est comprendre la nature même de la menace qui planait sur les campements néandertaliens, une menace bien plus organisée et persistante que n'importe quel ours des cavernes solitaires. La première chose qui frappe quand on étudie ces restes fossiles, c'est sa robustesse. Ce canidé était bâti pour la puissance et l'endurance dans le froid. Avec un poids pouvant atteindre 45 kg, il était souvent plus lourd et nettement plus massif que la plupart de ses cousins loups gris modernes. Sa cage thoracique était large, ses os étaient épais. Ses muscles, particulièrement ceux des épaules et de la mâchoire, devaient être d'une puissance redoutable. Cette morphologie n'était pas un hasard, elle était le produit d'une pression évolutive intense pour chasser la mégafaune. Pour s'attaquer à un bison des steppes ou à un jeune mammouth, il ne suffisait pas d'être rapide, il fallait être capable de résister aux coups, de se suspendre à une proie gigantesque, de tirer, de secouer et de tenir dans la durée. Sa mâchoire, avec ses dents carnassières démesurées, était une véritable tenaille conçue pour broyer les tendons et saisir les grossesses proies. Ce physique de cogneur en faisait un adversaire bien plus dangereux dans un affrontement direct que n'importe quel loup actuel. Un Néandertal blessé et isolé n'aurait eu quasiment aucune chance contre un tel animal, et même un adulte en bonne santé devait se montrer extrêmement prudent. Mais la véritable force du loup des cavernes ne résidait pas dans l'individu, aussi impressionnant soit-il. Elle résidait dans le groupe. La mâtile était son unité de base, son cerveau collectif et son arme absolue. Ces groupes pouvaient compter jusqu'à 15 individus, unis par des liens familiaux complexes et une hiérarchie sociale stricte qui assurait la cohésion. Cette organisation transformait une poignée de chasseurs en une unité tactique d'une redoutable efficacité. Leur stratégie de chasse était basée sur une coopération silencieuse et une communication presque intuitive. Ils pouvaient poursuivre un troupeau sur des distances considérables, se relayant, cernant leur cible, jusqu'à ce qu'un jeune, un vieux ou un animal affaibli ne se trouve isolé. Une fois la proie séparée du groupe, la mâtile passait à l'attaque coordonnée. Certains individus se jetaient sur les arrière-trains pour couper les tendons, d'autres s'attaquaient aux flancs, pendant que les leaders visaient la gorge ou le museau. Cette tactique permettait d'abattre des animaux 10 fois plus lourds que eux avec une froide précision. Cette intelligence sociale se doublait d'une endurance à toute épreuve. Les loups des cavernes étaient des coureurs de fond capables de trotter sur des kilomètres et des kilomètres sans se fatiguer, épuisant littéralement leur proie. Pour les Néandertaliens, eux-mêmes chasseurs à l'endurance remarquable, cela signifiait que fuir n'était presque jamais une option viable à long terme. On ne semait pas une mâtile déterminée. Cette persistance était au cœur de la menace. Une meute pouvait rôder autour d'un campement pendant des heures, voire des jours, attendant le moment de faiblesse, testant les défenses. Leur communication, basée sur une vaste gamme de hurlements, grognements et postures, leur permettait de se coordonner même dans l'obscurité totale ou partant de blizzard. Pour les hommes et les femmes de Néandertal, le hurlement lugubre dans la nuit n'était pas un simple bruit de fond. C'était un bulletin météo de la menace, un rappel constant que le territoire était surveillé et que toute carcasse fraîche attirerait immanquablement des convoitises. Leur adaptation au froid extrême était également bien plus poussée que la simple possession d'une fourrure épaisse. Leur métabolisme était calibré pour des températures polaires, et leur cycle de vie était probablement synchronisé avec les migrations des grands herbivores. Les tanières, souvent situées dans des grottes ou des anfractuosités rocheuses, étaient des lieux de reproduction et de protection pour les louveteaux, défendus avec une férocité absolue. Un Néandertal tombant par inadvertance sur une telle tanière en période d'élevage des petits aurait déclenché une réaction d'une violence inouïe de la part des adultes. Cette territorialité ajoutait une autre couche de complexité à la navigation dans le paysage. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter les loups en chasse, mais aussi de cartographier mentalement leur zone de reproduction, lieu de conflit potentiellement explosif. Face à une telle machine de chasse collective, les Néandertaliens ne pouvaient pas se permettre l'improvisation. Chaque geste de défense devait être réfléchi, chaque mouvement coordonné. La simple vue d'une meute en ordre de bataille, avançant avec une détermination silencieuse, devait suffire à glacer le sang. Car ces loups n'étaient pas des prédateurs opportunistes et peureux, ils étaient des compétiteurs directs, stratégiques et d'une ténacité à toute épreuve.
Leur présence forgeait une pression sélective constante sur les groupes humains. Seuls les clans capables de maintenir une cohésion sociale à toute épreuve, une communication impeccable et une discipline de fer pendant les crises pouvaient espérer tenir tête à une meute affamée ou défendre une précieuse carcasse. L'intelligence du loup, une intelligence collective et pragmatique, obligeait ainsi une réponse collective et tout aussi intelligente de la part des Néandertaliens. Cette dynamique va bien au-delà de la simple prédation. Elle éclaire la nature de la compétition pour les ressources. Une meute de loups des cavernes n'avait pas seulement besoin de viande fraîche, elle pouvait aussi se contenter de charognes. Leur odorat surdéveloppé leur permettait de repérer une carcasse à des kilomètres, bien avant les humains parfois. Ainsi, un groupe de Néandertaliens revenant vers leur campement avec le produit de leur chasse pouvait très bien découvrir une meute déjà installée sur leur butin. La scène qui devait alors se jouer était d'une tension extrême. D'un côté, des humains épuisés par la chasse mais déterminés à ne pas perdre le fruit de leurs efforts, armés de lances et probablement regroupés en formation serrée. De l'autre, une meute de loups repus mais protecteurs, grognant, montrant les crocs, certains individus tournant autour pour chercher une faille. Dans ce genre de face-à-face, la force brute avait ses limites. C'était une épreuve de volonté, une démonstration de force destinée à intimider l'adversaire sans engager un combat qui serait coûteux pour les deux parties. Les Néandertaliens devaient faire montre d'une autorité absolue, agiter des torches, crier, brandir leurs armes, montrer qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Souvent, probablement, la meute, calculant les risques, finissait par se retirer, laissant une carcasse partiellement dévorée. Mais parfois, surtout si la meute était très nombreuse ou affamée, le conflit devenait inévitable. C'est dans ces moments que la morphologie du loup des cavernes prenait tout son sens menaçant. Son attaque n'était pas celle d'un félin rapide et précise. C'était un assaut tenace, un travail d'usure. Il cherchait à encercler, à distraire et à porter des coups rapides aux membres pour déséquilibrer et blesser. Face à un cercle de lances, il pouvait adopter une tactique de harcèlement, chargeant brièvement avant de se replier, testant la solidité de la défense, espérant provoquer une erreur, un individu qui s'éloigne du groupe. Pour les Néandertaliens, la consigne devait être simple et implacable, rester ensemble toujours. Un homme isolé, même puissant, était une proie. La lance, dans ce contexte, devenait une arme défensive par excellence, permettant de maintenir une distance critique entre la mâchoire du loup et les chairs humaines. Chaque coup devait être porté avec une précision et une puissance maximale visant les points vitaux, car un loup seulement blessé pouvait devenir encore plus dangereux. Ainsi, le loup des cavernes n'était pas un simple danger animal. Il était le miroir tendu aux Néandertaliens, reflétant leur propre force et faiblesse sociale. Une meute désorganisée ou affaiblie était moins dangereuse, tout comme un clan humain divisé. La survie dans les steppes glacées imposait à ces deux superprédateurs des contraintes similaires, la nécessité d'une coopération étroite, d'une transmission du savoir, d'une capacité à lire l'environnement et à anticiper les actions de l'autre. En étudiant le loup des cavernes, on ne comprend donc pas seulement un animal disparu. On comprend l'une des pressions les plus constantes et les plus formatrices qui ont façonné la vie quotidienne, les stratégies de survie et peut-être même l'évolution sociale des Néandertaliens. Leur monde était un jeu d'échecs perpétuel où les pions étaient des lances et des crocs et où l'enjeu, à chaque partie, était la vie elle-même. Le hurlement dans la nuit était plus qu'un cri. C'était la voix de la steppe elle-même, rappelant à ces humains robustes qu'ils n'étaient jamais seuls et que la souveraineté sur ce monde de glace se méritait à chaque aube, dans une vigilance sans faille. Face à une menace aussi organisée et persistante que le loup des cavernes, la réponse ne pouvait pas être uniquement tactique ou technologique. Elle devait être incarnée, littéralement sculptée dans la chair et l'os, car pour tenir tête à une meute, il ne suffisait pas d'avoir une bonne lance et un feu. Il fallait un corps capable de supporter l'affrontement, de porter le coup décisif, d'encaisser le choc d'une charge ou d'une morsure et de survivre aux blessures dans un monde sans médecine. Ce corps, les Néandertaliens l'avaient. Ce n'était pas le corps d'un humain moderne simplement robuste, c'était une architecture biologique unique, le produit de plusieurs centaines de milliers d'années d'évolution sous des pressions extrêmes dont la prédation faisait certainement partie. Leur morphologie raconte une histoire de force brute, d'endurance à toute épreuve et de résilience physique qui les transformait en combattants bien plus redoutables qu'on ne l'imagine souvent. Imaginez un torse en forme de tonneau, des épaules larges et tombantes, des os épais comme des poutres et des insertions musculaires si prononcées.
que les paléontologues peuvent en déduire la puissance démesurée des muscles qui y étaient attachés. Tout, chez eux, criait la puissance et la résistance au traumatisme. Prenons leur squelette. Les os des Néandertaliens présentent une caractéristique frappante, l'hyperostosie. En termes simples, leurs os étaient plus denses, plus épais, particulièrement au niveau des membres. Les fémurs, les tibias, les humérus, tout cela était solide, conçu pour résister à des contraintes mécaniques énormes. Pourquoi une telle solidité ? La vie quotidienne en était une source constante. Chasser de gros animaux impliquait des courses, des chutes, des impacts. Mais la confrontation avec des prédateurs comme les loups ajoutait une autre dimension. Un corps à corps, une chute sous le poids d'un animal, un coup de patte, une morsure qui tente de broyer un bras. Tout cela exigeait une charpente capable d'encaisser sans se briser net. Une fracture ou une luxation grave était souvent une condamnation à mort. Cette robustesse osseuse était la première ligne de défense passive, une armure naturelle sous la chair et la peau. Elle était complétée par une stature souvent plus basse que la nôtre, avec une hauteur moyenne autour d'1,65 m, mais compensée par une masse musculaire impressionnante. Ce centre de gravité bas est un avantage mécanique considérable dans un combat au corps à corps ou sur un terrain instable. Être plus près du sol signifiait une meilleure stabilité, plus de difficulté à se faire renverser, et une capacité à générer une force explosive depuis les jambes et le bassin pour porter un coup d'estoc avec une lance. Car c'est là que tout se jouait, la puissance du coup. Les Néandertaliens étaient probablement extraordinairement forts, notamment dans la partie supérieure du corps. Les attaches musculaires au niveau des épaules, des bras et du dos indiquent une capacité à tirer, à pousser, à lancer et à frapper avec une intensité bien supérieure à celle de l'homme moderne moyen. Cette force n'était pas un luxe, c'était une nécessité pour leur mode de chasse, qui les amenait à affronter de très près de grands herbivores avec des lances d'estoc. Transposer cette capacité à un combat défensif contre une meute de loups. Pour être efficace, une lance de bois durcie au feu devait être enfoncée avec une précision et une puissance terribles. Il ne s'agissait pas de piquer, mais de transpercer une épaisse fourrure, une peau résistante et d'atteindre des organes vitaux pour stopper net l'élan d'un loup qui charge. Ce geste court et explosif devait être porté depuis une position stable, engageant tout le corps, de la jambe arc-boutée au torse en rotation, jusqu'au bras qui propulsait l'arme. La morphologie des Néandertaliens, avec ses avant-bras relativement courts et sa puissance thoracique, était parfaitement adaptée à ce type de mouvement et de poussée violente. Leur force leur permettait aussi, en cas d'extrême proximité, d'utiliser la lance comme une barre pour parer, bloquer ou repousser un animal qui aurait franchi la distance critique. Mais un corps fort n'est rien sans endurance. Là encore, les Néandertaliens étaient remarquablement équipés. Leur cage thoracique volumineuse abritait des poumons de grande capacité, et leur nez large et proéminent était conçu pour réchauffer et humidifier l'air froid et sec de la steppe avant qu'il n'atteigne les poumons. Cette adaptation au climat était aussi un atout dans l'effort prolongé. Une confrontation avec une meute n'était pas un sprint de 30 secondes. Cela pouvait être une longue épreuve de tension, de manœuvre, de charge et de recul, nécessitant une résistance à l'effort et au stress sur la durée. Leur métabolisme, probablement élevé pour lutter contre le froid, devait aussi leur fournir l'énergie nécessaire à ces explosions d'activité violente répétées. Cependant, cette machine physique formidable avait un coût énergétique exorbitant. Nourrir cette masse musculaire et ce métabolisme rapide exigeait un apport constant en calories de haute qualité, ce qui ramène inexorablement à la compétition pour la viande avec les loups. Leur force était à la fois leur bouclier et la raison pour laquelle ils devaient constamment risquer cette force dans la chasse et la défense, un cercle vicieux exigeant. Un autre aspect, souvent négligé, est leur tolérance à la douleur et leur capacité de récupération. Les squelettes néandertaliens montrent un taux incroyablement élevé de fractures et de traumatismes cicatrisés, en particulier au niveau du crâne, des bras et du torse. Ces blessures, souvent similaires à celles que subissent les rôdeurs professionnels, témoignent d'une vie de contact violent avec de gros animaux. Le fait que tant de ces blessures s'aient guéri, même imparfaitement, indique deux choses. Premièrement, ils devaient avoir un seuil de tolérance à la douleur très élevé, nécessaire pour continuer à fonctionner, à fuir, à se défendre, à chercher un abri après un traumatisme grave. Deuxièmement, leur constitution robuste et leur système immunitaire devaient être solides pour survivre aux infections qui devaient inévitablement suivre les plaies ouvertes.
Dans le contexte d'un combat contre des loups, une morsure profonde ou une griffure n'était pas juste douloureuse, c'était une porte ouverte à la septicémie. Leur résilience physique, leur capacité à survivre à de tels traumatismes et à en guérir dans une certaine mesure, était donc une composante cruciale de leur succès face à ce risque permanent. Enfin, il ne faut pas oublier leur thermorégulation. Vivant dans un froid extrême, leur corps était adapté pour conserver la chaleur. Morphologie trapue, membres courts limitant la surface de déperdition. Mais cela impliquait aussi une gestion de la surchauffe pendant l'effort intense. Un combat est un exercice explosif qui génère une chaleur interne énorme. Leur système devait pouvoir évacuer cette chaleur efficacement pour éviter l'épuisement par la chaleur, même dans l'air glacial. Tout était affaire d'équilibre à être assez fort pour frapper, assez endurant pour tenir, assez résistant pour survivre aux blessures, et assez bien réglé thermiquement pour ne pas tomber en surchauffe au moment critique. Cette combinaison unique de traits fait des Néandertaliens bien plus que des hommes des cavernes primitifs. Elle en fait des athlètes complets de la survie en environnement hostile, dont le corps même était une arme et une armure. Face à la meute de loups intelligente et coordonnée, ils ne pouvaient pas compter sur la ruse seuls. Ils devaient opposer une force physique palpable, une présence intimidante et une capacité à transformer chaque coup porté avec leur lance en une blessure incapacitante pour leur adversaire. Leur morphologie était le fondement de cette dissuasion et de cette capacité défensive. Elle leur permettait de tenir cette ligne fragile entre le cercle de feu du campement et les yeux brillants dans l'obscurité, en sachant que si la ligne devait être franchie par l'ennemi, leur propre corps serait le dernier rempart. Cette incarnation physique du conflit est peut-être l'héritage le plus tangible de leur longue cohabitation avec les grands prédateurs de l'âge de glace. Elle nous rappelle que dans un monde sans technologie avancée, la survie s'écrivait d'abord dans la chair, l'os et le muscle, forgés par des millénaires de défis incessants. Leur silhouette trapue, souvent interprétée comme une simple adaptation au froid, était en réalité la silhouette d'un combattant évolué, prêt à chaque instant à défendre sa vie, celle de son clan et ses précieuses ressources contre les prédateurs les plus déterminés. Cette force, cependant, ne se déployait pas à main nue. Elle trouvait son extension et son multiplicateur dans un outil d'une simplicité trompeuse mais d'une efficacité redoutable, la lance de bois. Cette force physique impressionnante, ce corps d'athlète du froid, trouvait son prolongement et son multiplicateur dans un objet qui pourrait sembler rudimentaire à nos yeux modernes, mais qui représentait le summum de la technologie de survie pour son époque, la lance de bois. Ne vous y trompez pas, il ne s'agissait pas d'un simple bâton pointu. C'était un outil d'une ingénierie subtile, le produit d'un savoir-faire transmis sur des générations, et la seule chose qui se tenait entre un néandertalien et les crocs d'un loup des cavernes lors d'une attaque. Imaginez la scène, le cercle de feu éclaire faiblement les visages tendus, et au-delà de la lumière, des yeux brillants se déplacent. Dans chaque main, une longue hampe de bois, lisse, équilibrée, se terminant par une pointe durcie par le feu. C'est plus qu'une arme, c'est une frontière mobile, une extension du bras et de la volonté du groupe. Sa simplicité apparente est un leurre. Sa fabrication exigeait une connaissance intime des ressources, une patience technique et une compréhension parfaite de son usage. Chaque étape, du choix de l'arbre à la finalisation de la pointe, était cruciale pour que l'outil soit fiable au moment où la vie en dépendait. Tout commence par la sélection du bois. Il ne s'agissait pas de ramasser n'importe quelle branche tombée au sol. Les Néandertaliens devaient identifier les essences offrant le meilleur compromis entre solidité, flexibilité et légèreté. Le sapin, l'if ou le pin étaient probablement des choix privilégiés dans leur environnement. Ils cherchaient un jeune arbre droit, sans trop de nœuds, d'un diamètre suffisant pour résister à un impact violent sans se briser net. Abattre cet arbre avec des outils de pierre demandait déjà un effort considérable. Ensuite, le travail de façonnage commençait. À l'aide de racloirs en silex, il débarrassait de la branche ou le tronc de son écorce, la planissait, la modelait pour obtenir une hampe régulière, souvent longue de 2 mètres à 2,50 mètres. Le poids et l'équilibre étaient primordiaux. Une lance trop lourde était épuisante à manier et lente à pointer. Trop légère, elle manquait de puissance de pénétration et risquait de se briser. L'équilibrage se faisait au feeling en tenant la hampe, en simulant des mouvements, en enlevant un peu de bois par endroits. C'était un savoir tactile transmis par la pratique. Mais l'élément le plus critique était la pointe. C'est là que la technologie du feu intervenait, transformant un simple bâton en une arme perforante. La technique du durcissement au feu est une découverte capitale. Elle consiste à chauffer lentement la pointe de la lance dans la braise sans la laisser prendre feu en la tournant constamment. Ce processus transforme la structure moléculaire du bois.
Les composés volatiles s'évaporent, laissant une pointe plus dense, plus dure et plus résistante à l'éclatement. Le bois se carbonise légèrement en surface, formant une couche abrasive et solide. Une fois durcie, cette pointe pouvait être aiguisée davantage avec un outil de pierre pour lui donner un profil plus acéré. Le résultat n'était pas aussi tranchant qu'une lame de métal, mais c'était une pointe extrêmement rigide et résistante, capable de pénétrer une épaisse fourrure et une peau coriace sous l'effet d'une poussée puissante. Cette opération de durcissement n'était pas à la portée de tous, elle demandait de l'expérience pour ne pas réduire le bois en cendres. C'était probablement une spécialité au sein du groupe. Maintenant, comment utilisait-on cette lance? C'est un point essentiel qui change toute la dynamique de confrontation. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, la lance néandertalienne n'était pas principalement une arme de jet. Elle était trop lourde, trop précieuse et pas équilibrée pour un lancer efficace à longue distance. C'était une arme d'estoc, conçue pour être tenue à deux mains et enfoncée dans la cible par un mouvement de poussée puissante des jambes et du torse. C'est la fameuse thrusting spear. Cette technique exigeait une proximité terrifiante avec l'adversaire. Pour un mammouth, cela signifiait s'approcher à quelques mètres seulement. Pour un loup, cela signifiait attendre que l'animal soit à la distance d'une charge, à portée de bras. Vous ne pouviez pas rester à l'abri. Vous deviez faire front, attendre le bon moment et engager tout votre poids dans un coup précis. Cette méthode était parfaitement adaptée à une défense en groupe. Imaginez un cercle de chasseurs, chacun tenant sa lance pointée vers l'extérieur, les hampes reposant peut-être sur le sol pour plus de stabilité. Cela créait une barrière hérissée de pointes, un hérisson défensif très dissuasif pour une meute. Un loup chargeant tête baissée s'empalait littéralement sur la pointe. Le rôle du néandertalien n'était pas d'esquiver, mais de résister à l'impact, de bien caler sa lance et de laisser la force de la charge de l'animal contribuer à la pénétration. Dans le chaos d'une attaque, la lance avait plusieurs fonctions. D'abord, la dissuasion. Wendy, agitée, présentée en ligne, elle signalait au prédateur que la cible était prête à se défendre avec des armes dangereuses. Ensuite, la mise à distance. Une lance de 2,50 m crée un espace de sécurité. Un loup doit franchir cette distance pour mordre. Le porteur de la lance peut tenir l'animal à l'écart en le menaçant de la pointe, en donnant de courts coups d'estoc pour le faire reculer. Enfin, si l'attaque est lancée, c'est l'arme du coup fatal. La cible idéale sur un loup chargeant était le cou ou le poitrail. Un coup bien placé, porté par la puissance du bras et du corps, pouvait transpercer les poumons ou atteindre une artère majeure. Mais il fallait viser juste et ne pas se laisser déborder sur les côtés. C'est pourquoi la défense en groupe était vitale, chaque individu couvrait le flanc de son voisin. La lance était aussi utile pour repousser un animal qui tenterait de s'attaquer à un membre blessé ou tombé au sol. C'était une arme polyvalente, à la fois offensive et défensive, mais dont l'efficacité dépendait entièrement du courage, de la force et de la cohésion de ceux qui la portaient. Un autre aspect fondamental est sa fiabilité et sa facilité de réparation. Dans l'environnement glacial, une technologie complexe qui se brise est une condamnation. La lance de bois brillait par sa robustesse et sa réparabilité. Si la hampe se fendait légèrement, elle pouvait être consolidée avec des liens en cuir ou en tendon. Si la pointe s'émoussait ou se cassait, il suffisait de la retailler et de la durcir à nouveau au feu. Le matériau de base, le bois, était disponible partout, même dans la toundra steppe où les bosquets d'arbres nains persistaient le long des rivières. Un chasseur expérimenté pouvait fabriquer ou réparer sa lance en quelques heures avec les outils qu'il portait toujours sur lui. Cette simplicité de maintenance était un avantage énorme par rapport à une hypothétique arme composée de multiples pièces lithiques collées. Rien ne devait se décoller au moment crucial. La lance était une pièce d'équipement fiable, prévisible, et c'est exactement ce qu'il fallait face à un danger imprévisible comme une meute de loups. Enfin, il faut considérer l'aspect psychologique et social de cette arme. Posséder et maîtriser sa lance faisait partie intégrante de l'identité du chasseur et du protecteur. Sa fabrication était un savoir transmis, un rite de passage. Tenir une lance en main devait renforcer le sentiment de sécurité et de capacité d'action. Dans les moments de tension extrême, sentir le bois lisse et solide sous ses paumes, le poids équilibré devait ancrer le courage. C'était un objet personnel, certainement adapté à la morphologie de son propriétaire. Dans l'obscurité, lors d'une garde nocturne, le contact de la lance était probablement aussi réconfortant que la chaleur du feu. Elle matérialisait la capacité du groupe à se défendre activement.
à ne pas être que des proies passives. Cette relation étroite entre l'homme, son outil et la menace permanente a dû profondément marquer la psyché néandertalienne. La lance n'était pas qu'un morceau de bois, elle était le symbole tangible de leur résilience, de leur ingéniosité et de leur volonté farouche de tenir leur place dans un monde où toute faiblesse était impitoyablement exploitée. Elle était l'interface physique entre leur monde humain, fait de coopération et de technique, et le monde sauvage et brutal des prédateurs de l'âge de glace. Chaque pointe durcie au feu portait en elle la mémoire des confrontations passées et la promesse des défis à venir, une promesse que les Néandertaliens, grâce à leur corps et à cet outil, étaient prêts à relever, jour après jour, nuit après nuit. Cette maîtrise individuelle de la lance, cette relation intime avec l'outil, n'avait de sens que dans un cadre collectif, car un homme seul, même avec une lance, était vulnérable face à la stratégie d'encerclement d'une meute. La véritable force des Néandertaliens, celle qui leur permettait de chasser le mammouth et de tenir en respect les loups, résidait dans leur capacité à opérer comme une seule entité, un organisme aux multiples bras et aux regards interconnectés. Leur vie quotidienne était un perpétuel exercice de chasse coopérative, et c'est précisément ce savoir-faire, cette grammaire tactique acquise sur les grands herbivores, qu'ils mobilisaient instinctivement lorsque les rôles s'inversaient, et qu'eux-mêmes devenaient la cible. Ils ne chassaient pas le loup pour se nourrir, sauf occasionnellement, mais le loup les chassait, puis en permanence attirés par leur succès. Ainsi, la frontière entre chasse active et défense préemptive était incroyablement mince, et leurs stratégies étaient parfaitement transférables. Tout commençait par une lecture du paysage et des signes. Un groupe de chasseurs néandertaliens en mouvement n'avançait pas au hasard. Ils scrutaient le terrain avec une acuité que nous avons largement perdue, cherchant les traces, les fumées, les perturbations dans le comportement des oiseaux ou des petits mammifères. Cette hyper-vigilance, essentielle pour repérer un troupeau de rennes ou les traces d'un bison, était tout aussi cruciale pour détecter la présence d'une meute. Un hurlement lointain, des empreintes fraîches dans la boue ou la neige, un sentiment d'être observé, tout était noté, évalué, partagé silencieusement. La communication non verbale devait être exceptionnelle. Des signes de la main, des gestes du buste, des regards appuyés suffisaient à indiquer une direction, un danger, un changement de plan. Dans le silence nécessaire à l'approche d'une proie, cette langue gestuelle permettait une coordination parfaite. Cette même langue entrait en jeu lors d'une menace de prédation, un geste pour signaler un mouvement sur la gauche, un autre pour ordonner un resserrement du groupe, un troisième pour désigner un point de repli. Leur utilisation du terrain relevait de la stratégie pure. Ils ne subissaient pas l'environnement, ils l'utilisaient comme un allié. Pour chasser, ils cherchaient à canaliser les grands animaux vers des pièges naturels, un ravin étroit, une zone marécageuse où les lourds mammouths s'embourberaient le bord d'une falaise. Cette connaissance géographique intime était une carte mentale des opportunités et des risques. Face à des loups, le principe était similaire mais inversé. Il s'agissait de choisir et d'aménager des positions défensives qui annulaient l'avantage de la meute. Le dos contre une paroi rocheuse ou à l'entrée étroite d'une grotte, il supprimait la possibilité de l'encerclement. Sur un promontoire, il gagnait un champ de vision. Dans un passage étroit entre des rochers, il réduisait le front d'attaque, forçant les loups à n'avancer que par un ou deux à la fois, face à un mur de lance. Il transformait ainsi la géographie en forteresse temporaire, exploitant chaque accident du relief pour compenser leur infériorité numérique potentielle. La psychologie du groupe était cimentée par une expérience commune des dangers extrêmes. Affronter un rhinocéros laineux ou un bison des steppes au corps à corps avec des lances d'estoc était une épreuve terrifiante qui forgeait les nerfs. Ces hommes et ces femmes connaissaient la charge brutale, la vitesse surprenante d'un animal blessé, le chaos et le bruit des combats contre la mégafaune. Cette familiarité avec la peur et le danger immédiat les endurcissait. Lorsqu'une meute de loups se matérialisait, ce n'était pas une terreur inconnue. C'était une autre forme de menace, certes plus intelligente et organisée, mais ils puisaient dans un réservoir d'expérience où ils avaient déjà tenu bon face à la puissance pure. Cette résilience psychologique était un atout décisif. Elle empêchait la panique de se propager et permettait de maintenir la formation disciplinée, essentielle à la survie. La tactique de base face à une meute devait être le regroupement et la présentation d'un front uni. Dispersés, ils étaient des proies. Rassemblés en un cercle ou un demi-cercle serré, dos à dos,
Il devenait une créature à multiples pointes, imprévisible et dangereuse sur tous les angles. Les plus expérimentés, les plus forts, se plaçaient aux postes les plus exposés, tandis que les individus moins aptes au combat à rapprocher ou porteurs des enfants se tenaient au centre. Cette formation n'était probablement pas improvisée sur le moment, elle devait être entraînée, consciente, faisant partie du savoir collectif. Elle reposait sur une confiance absolue en la personne à côté de soi, une confiance forgée autour des feux de camp et sur les lieux de chasse. Chaque individu devait gérer son espace immédiat, mais en ayant une conscience périphérique du positionnement de ses compagnons pour éviter les trous dans la défense. L'attaque, quand elle venait, n'était pas un assaut désordonné de la part des loups, mais une série de probes, de tests. Un loup fonçait, puis se dérobait au dernier moment pour observer la réaction. La discipline consistait à ne pas se précipiter, à ne pas briser la formation pour poursuivre un seul animal, ce qui aurait été un piège classique. Il fallait répondre par des gestes courts et précis, une poussée de lance pour menacer l'animal qui approchait, un cri bref pour le faire hésiter. L'objectif n'était pas nécessairement de tuer, mais de démontrer une résolution et une capacité de nuisance telle que la meute déciderait que le jeu n'en valait pas la chandelle. Parfois, cependant, le combat devenait inévitable. Un loup plus audacieux ou plus affamé sautait. Alors, la coordination devenait cruciale. Tandis que la cible principale de l'attaque se concentrait à parer et à frapper, les chasseurs adjacents devaient surveiller les flancs, prêts à faire face à un deuxième assaut qui profiterait de la distraction. C'était une danse mortelle, ralentie par le froid et la tension, où chaque seconde d'inattention était potentiellement fatale. Après l'affrontement, qu'il se solde par le retrait des loups ou leur mise en fuite, venait l'étape critique, le repli. Il fallait quitter la zone, souvent avec une carcasse à transporter, tout en restant en alerte maximale. Une meute vaincue mais non décimée pouvait suivre à distance, attendant un moment de faiblesse, une baisse de vigilance pendant le laborieux dépaissage ou la marche de retour. Le groupe devait donc maintenir sa formation défensive tout en accomplissant les tâches nécessaires. Des éclaireurs surveillaient les arrières, d'autres se tenaient en garde pendant que les outils de boucherie entraient en action. Cette capacité à rester mobilisé longtemps après le pic d'adrénaline était une autre compétence acquise à la chasse, où un animal blessé pouvait entraîner une poursuite de plusieurs heures. Finalement, cette porosité entre chasse et défense sculptait toute leur existence. Les compétences se mélangeaient constamment. L'art de l'embuscade, pour piéger un herbivore, enseignait aussi comment tendre une embuscade à une meute trop confiante qui rôderait près du camp. La lecture des vents et des odeurs pour approcher un troupeau sans être détecté servait à sentir l'approche des prédateurs. La gestion du stress et de la fatigue pendant de longues tracks endurcissait pour les confrontations brèves mais intenses. Ainsi, le néandertalien n'avait pas deux identités séparées, celle de chasseur et celle de guerrier défensif. Il était un tacticien de la survie dans un monde bipolaire où il passait en un instant du rôle de prédateur suprême à celui de proie potentielle. Cette dualité constante, cette nécessité de penser comme un chasseur et comme une proie simultanément, a dû profondément influencer leur cognition, leur culture et leurs relations sociales. Chaque expédition de chasse était aussi un exercice de défense collective et chaque veillée nocturne autour du feu était une préparation tacite aux tactiques de la chasse. Dans cet équilibre précaire, leur capacité à transférer des compétences d'un domaine à l'autre n'était pas juste une astuce de survie, c'était le fondement même de leur résilience en tant qu'espèce dans l'Europe glaciaire. Cette intelligence collective, tournée vers l'action et l'adaptation immédiate, était leur bouclier le plus solide, bien au-delà du bois durci au feu de leurs lances. Cette intelligence collective, ce savoir tactique forgé sur le terrain de chasse, trouvait son application la plus cruciale et la plus stressante non pas en pleine steppe, mais au cœur même de leur espace de vie, le campement. Après des heures ou des jours de traque, de confrontation avec les éléments et les animaux, le retour à l'abri devait représenter un soulagement immense. Mais ce lieu de repos, de partage, de traitement, de la nourriture et de transmission était aussi le point le plus vulnérable, la cible rêvée pour tout prédateur opportuniste. Protéger ce sanctuaire n'était pas une option, c'était la priorité absolue qui dictait l'organisation même de la vie sociale et spatiale des Néandertaliens. Imaginez cet endroit peut-être l'entrée d'une grotte, un surplomb rocheux, un cercle de peau et de branchages au pied d'une falaise. Là se trouvèrent les membres les plus fragiles du groupe, les enfants, les vieillards, un adulte blessé ainsi que le butin précieux de la chasse, la viande qui assurait la survie pour les jours à venir.
Toute la logistique tournait autour de la sécurisation de ce point fixe. Le choix de l'emplacement n'était la première et plus importante décision défensive. Ils ne s'installèrent pas n'importe où. Les sites présentant des avantages naturels étaient évidemment privilégiés. L'entrée d'une grotte, surtout si elle était étroite, constituait un goulot d'étranglement facile à contrôler. Un promontoire rocheux avec des parois abruptes sur 3 côtés réduisait considérablement les angles d'approche. Même en plein air, ils devaient en chercher des configurations qui limitèrent les possibilités d'encerclement silencieux. Une fois le site choisi, il était probablement aménagé et renforcé. Bien que nous n'ayons pas de traces de palissades complexes, l'utilisation de barrières physiques simples est tout à fait plausible. Des ossements de gros animaux, des branchages épineux, des tas de pierres pouvaient être disposés pour créer un périmètre désordonné et bruyant, faisant office de système d'alerte primitive. Marcher sur un amas d'os sec produit un craquement caractéristique. Ces obstacles ne stoppaient pas une charge déterminée, mais ils ralentissaient, ils forçaient le prédateur à se montrer et à faire du bruit, donnant quelques secondes précieuses aux gardes pour réagir. La nuit était le moment de tous les dangers. L'obscurité, amie des loups et des autres carnivores, transformait le camp en îlot de vulnérabilité baigné dans la lueur du foyer. Le feu était bien plus qu'un outil de cuisson ou de chauffage, c'était l'élément central de la défense passive. Sa lumière chassait littéralement l'obscurité, repoussant la limite de la vision et rassurant les esprits. Mais son rôle allait au-delà du symbolique. La peur instinctive du feu est profondément ancrée chez la plupart des mammifères. Les flammes vives, les crépitements imprévisibles, la chaleur intense, tout cela créait une barrière psychologique et sensorielle infranchissable pour des animaux comme les loups. Entretenir un feu toute la nuit n'était donc pas un luxe, mais une nécessité militaire. La lueur dansante devait éclairer les alentours immédiats, révélant les silhouettes furtives qui tenteraient de s'approcher. La tâche de garder ce feu vif et de surveiller la pénombre au-delà du cercle de lumière revenait à ceux qui montaient la garde. La mise en place de tours de garde est une hypothèse très solide. Dans un monde où le sommeil profond de tout le groupe pouvait signifier la mort, il est presque certain qu'une forme de vigilance organisée existait. Ces gardes ne devaient pas nécessairement être tous des chasseurs en pleine force. Un adolescent initié, une personne âgée à l'ouïe fine, un adulte légèrement blessé mais capable de donner l'alerte à la surveillance pouvaient être partagés, permettant aux chasseurs épuisés de récupérer tout en maintenant une couverture de sécurité. Le rôle du guetteur était simple en théorie, mais d'une lourde responsabilité écoutée. Écouter les bruits qui n'avaient rien à faire là. Le craquement sec d'une branche, le glissement de cailloux, le souffle rauque d'un animal, le frottement de la fourrure contre la roche. Par-dessus tout, écouter les hurlements, leur distance, leur direction, leur nombre. Un hurlement lointain était une information. Plusieurs hurlements qui se rapprochaient devenaient une alarme. À ce signal, le camp devait pouvoir passer du sommeil à l'état d'alerte maximale en quelques instants, un protocole sûrement répété jusqu'à l'automatisme. À l'intérieur de ce périmètre sécurisé, la disposition des individus et des ressources suivait aussi une logique défensive. Les plus vulnérables, les enfants, étaient certainement placés au centre, le plus loin possible de l'extérieur, entourés par les adultes. Les réserves de nourriture, les quartiers de viande devaient être entreposés à un endroit facile à protéger, peut-être près du feu principal. Les armes, les lances et les éventuels éclats de pierre tranchants étaient probablement à portée de main de chaque adulte, même pendant le sommeil. Cette organisation transformait le campement en une sorte de forteresse humaine, avec des cercles de défense concentriques, les barrières physiques et le terrain à l'extérieur. Le feu et les gardes en première ligne, le groupe serré et armé en dernier rempart. La vie sociale elle-même s'est modelée par cette nécessité. Les veillées, les moments passés à entretenir le feu, à raconter, à tailler des outils, se déroulaient dans un état de semi-vigilance. La confiance et la coordination nécessaires sur le terrain de chasse devaient être tout aussi fortes, sinon plus, ici, à la maison. En cas d'attaque avérée, le camp offrait l'avantage du terrain connu. Les défenseurs connaissaient chaque rocher, chaque zone d'ombre, chaque passage. Ils pouvaient se placer stratégiquement, utilisant les parois pour couvrir leurs arrières. Le feu devenait alors une arme active. Une torche brandie avec agressivité est un dissuaseur bien plus efficace qu'une simple lance face à un animal qui craint les flammes. Des Brandon pouvaient être jetés pour repousser une avancée. La clameur du groupe, les cris, les coupes frappées sur les pierres, tout ce vacarme était utilisé pour désorienter et effrayer les assaillants.
L'objectif n'était pas une hécatombe, mais de faire comprendre aux prédateurs que l'attaque serait bien trop coûteuse. La défense réussie du campement avait des implications qui dépassaient largement le simple fait de survivre à une nuit. Elle garantissait la continuité du groupe dans son essence. La préservation des enfants assurait l'avenir génétique. La protection des anciens préservait la bibliothèque vivante du savoir, la mémoire des chemins, des cycles migratoires, des techniques de taille, des plantes utiles. La sauvegarde de la nourriture stockée permettait de traverser des périodes de disette ou de mauvais temps sans avoir à risquer sa vie constamment. En sécurisant ce lieu, les Néandertaliens ne protégeaient pas seulement des vies individuelles, ils protégeaient leur culture, leur savoir-faire et leur capacité à affronter les générations futures. C'est dans cet espace fragile, entre le feu et les ténèbres peuplées de menaces, que se jouait une grande partie de leur combat pour la pérennité. Chaque matin où ils se réveillaient intacts, avec leurs réserves intactes et leurs liens sociaux renforcés par la veillée partagée, était une victoire décisive dans la guerre silencieuse qu'ils menaient contre un environnement où tout, de la température à la faune, semblait vouloir leur mort. Cette victoire répétée, nuit après nuit, était le fondement même qui leur permettait de se projeter dans le futur, de planifier la prochaine chasse et de perpétuer leur extraordinaire adaptation à un monde de glace. Le fait de se réveiller intact au matin avec le campement préservé était une victoire. Mais cette victoire avait souvent un coût, un prix payé en chair et en sang. Car dans le froid silencieux qui suivait l'affrontement, le vrai danger commençait parfois seulement. Un danger invisible, rampant, qui pouvait tuer bien plus sûrement que les crocs d'un loup l'infection. Dans l'univers médical des Néandertaliens, il n'existait pas de filet de sécurité. Pas d'antibiotiques, pas de salle d'opération stérile, pas de connaissance approfondie des microbes. Une blessure, même superficielle en apparence, pouvait être une condamnation à mort à moyen terme, et cette réalité glaçante pesait sur chaque décision, chaque tactique, chaque geste de défense. Prenons le cas le plus probable lors d'un combat rapproché contre des loups la morsure. La gueule d'un loup des cavernes est un écosystème bactérien en soi, rempli de pathogènes. Ses dents sont conçues pour saisir, déchirer et broyer. Quand elles pénètrent la chair humaine, elles ne font pas qu'entailler. Elles inoculent profondément dans la plaie un mélange de salive et de bactéries au plus profond des tissus musculaires, souvent jusqu'à l'os. Pour nous, aujourd'hui, une telle blessure nécessiterait un nettoyage chirurgical agressif, des antibiotiques puissants et peut-être une série de pointes de suture. Pour un Néandertalien, le processus était hors de tout contrôle. La plaie, même si elle était lavée à l'eau froide ou léchée, restait un terrain idéal pour la multiplication bactérienne. En quelques jours, l'infection s'installait, rougeur, chaleur, gonflement atroce, puis apparition de puces. La douleur devait être insoutenable. Puis venait la fièvre, signe que l'infection gagnait l'ensemble du corps, se transformant en septicémie. À ce stade, la mort était quasi certaine. Elle survenait dans le délire et la souffrance, sans que le groupe ne puisse rien faire d'autre que constater l'inexorable. Mais avant même l'infection, il y avait la perte de sang. Une artère sectionnée ou même une veine importante touchée pouvait entraîner une hémorragie fatale en quelques minutes. Même une perte de sang moins immédiate mais significative avait des conséquences dramatiques dans ce contexte. Le choc hypovolémique affaiblit radicalement l'organisme. Or, un individu affaibli dans le froid polaire est un individu condamné à l'hypothermie. La régulation thermique, déjà coûteuse en énergie, devient impossible lorsque le volume sanguin est insuffisant pour distribuer la chaleur corporelle. Un blessé qui a perdu beaucoup de sang, même s'il survit à la blessure initiale, pouvait donc mourir de froid durant la nuit suivante malgré la proximité du feu. Son corps, priorisant les organes vitaux, abandonnait les extrémités, conduisant à des engelures sévères puis à la gangrène. C'était une spirale infernale où un problème en entraînait un autre, plus grave. Les traumatismes osseux étaient une autre catastrophe. Une chute pendant la fuite, un coup de patte, une collision violente pouvait causer une fracture. Une fracture ouverte, où l'os transperce la peau, était une porte grande ouverte à l'infection et équivalait presque à une sentence de mort. Mais même une fracture fermée du fémur, du tibia ou du bras avait des implications sociales dramatiques. L'individu devenait immobile, ou du moins sévèrement handicapé. Il ne pouvait plus chasser, ni participer au déplacement du groupe sur de longues distances. Dans un monde de nomades suivant les migrations animales, l'incapacité de marcher signifiait devenir un fardeau. Le groupe devait alors prendre une décision impossible, ralentir son propre rythme de vie, mettre en danger sa sécurité collective et ses chances de trouver de la nourriture pour transporter et soigner le blessé ou l'abandonner à son sort. Cette décision n'était pas théorique, elle était
était une question de survie mathématique pour le clan tout entier. Face à cette terrible précarité, la pression pour développer des tactiques minimisant les risques de blessures était énorme. Cela explique l'accent mis sur la stratégie collective, la défense à distance, l'utilisation du terrain. Mieux valait perdre une carcasse que de risquer la vie de 2 chasseurs dans un combat au corps à corps incertain. La valeur d'un individu expérimenté était trop grande pour être gaspillée. Cette pression sélective favorisait les comportements prudents, la coordination et l'efficacité des armes de jet, même rudimentaires, permettant de frapper sans s'exposer. L'évolution devait favoriser les groupes où la coopération et la prévention des risques étaient des valeurs intégrées, car ces groupes perdaient moins de membres actifs et préservaient leur capital humain. Cela ne signifie pas pour autant que les Néandertaliens abandonnaient leurs blessés. Les preuves fossiles montrent au contraire des individus ayant survécu longtemps après des traumatismes graves, ce qui implique des soins. Ces soins, bien que limités, étaient cruciaux. Ils pouvaient inclure l'immobilisation d'un membre fracturé à l'aide de peau et de branchages, créant une astelle primitive. Le contrôle des saignements par compression, peut-être avec des emplâtres de mousse ou de feuilles aux propriétés hémostatiques qu'ils avaient pu identifier par essai et erreur. L'utilisation de la chaleur pour lutter contre le choc et l'hypothermie, en maintenant le blessé près du feu et en le couvrant de fourrure. Le nettoyage des plaies avec de l'eau, et peut-être l'application de certaines plantes aux propriétés antiseptiques légères, même si leur efficacité était relative. La nutrition était aussi un soin de nourrir un blessé qui ne peut chasser, lui apporter des morceaux de viande riche pour l'aider à reconstruire son sang et ses tissus. Ces actes de soins, bien plus que de la simple compassion, étaient une forme d'intelligence sociale et économique. Un chasseur expérimenté, même blessé, conservait dans sa tête une carte des territoires, des techniques de chasse, des savoir-faire. Le guérir, c'était préserver un investissement en connaissances pour le groupe. Cela renforçait également les liens de réciprocité et de confiance. Chaque membre du clan savait que s'il était touché, il ne serait pas nécessairement laissé pour compte. Cette sécurité sociale primitive augmentait la cohésion et la volonté de prendre des risques mesurés pour la communauté. Le temps consacré aux soins était un temps volé à la chasse ou à la cueillette, un calcul complexe que le groupe devait faire. Le risque médical modifiait aussi la démographie et la structure des groupes. Un taux de mortalité élevé suite aux blessures devait influencer l'espérance de vie, même pour les plus forts. Cela pouvait contribuer à une société où le savoir devait être transmis rapidement, avant que les porteurs de ce savoir ne succombent à un accident. Cela pouvait aussi accentuer le rôle vital des individus plus âgés qui, ayant survécu à de nombreuses blessures, détenaient une expérience inestimable sur les techniques d'évitement, les signes avant-coureurs d'une attaque, les méthodes de soins qui avaient semblé fonctionner. Leur présence, même moins physiquement forte, était une assurance. Finalement, l'ombre constante de la blessure invalidante ou mortelle rendait chaque succès défensif d'autant plus significatif. Une nuit passée sans incident, un loup repoussé sans qu'aucune lance n'ait eu à entrer en contact, c'était la meilleure des victoires. C'était une économie de souffrance et de risques préservés. Cette réalité forgeait une attitude face au danger qui devait mélanger courage et prudence extrême, agressivité calculée et retraite stratégique. Le corps néandertalien, bien que remarquablement résistant, n'était pas invincible, et il le savait intimement. Chaque cicatrice sur un ancien, chaque absence autour du feu rappelait le prix du conflit. Ainsi, la lutte quotidienne contre les loups n'était pas seulement une question de force ou de ruse, c'était un exercice de gestion des risques à l'échelle de la communauté, où le but ultime c'était de traverser le temps sans subir cette note trop salée que la biologie de l'époque ne permettait presque jamais de régler. Cette conscience aiguë de la fragilité ultime de leur existence physique malgré leur robustesse est peut-être l'un des aspects les plus humains et les plus poignants de leur histoire, un lien tangible qui nous unit à ces lointains cousins à travers les millénaires. Cette conscience aiguë de la fragilité, cette économie de risque qui gouvernait leurs actions, ne pouvait pas reposer uniquement sur l'instinct ou sur des réflexes simples, elle exigeait une puissance de traitement mental considérable, une capacité à projeter dans le temps, à mémoriser des quantités astronomiques d'informations et à transmettre ces informations avec une fidélité qui touchait à la précision technique. Le cerveau néandertalien, avec un volume dépassant souvent le nôtre, n'était pas une coquille vide. C'était un organe qui fonctionnait à plein régime, aux prises avec des défis cognitifs d'une complexité extraordinaire, et la relation conflictuelle avec les grands prédateurs en était certainement l'un des principaux moteurs. On ne survit pas à une meute de loups intelligents
simplement en étant plus fort. Il faut être plus malin, plus prévoyant et pouvoir partager cette intelligence à la vitesse de l'éclair. Prenons d'abord la dimension spatiale et mémorielle. Le territoire d'un groupe de Néandertaliens devait s'étendre sur des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés, suivant les migrations des troupeaux. Dans cet espace immense et souvent monotone de steppes, chaque détail pouvait être une question de vie ou de mort. Ils devaient posséder une carte mentale d'une richesse incroyable. Cette carte incluait bien plus que les points d'eau et les zones de chasse. Elle devait enregistrer les lieux de conflit passés avec les prédateurs, l'endroit précis, près de tel ruisseau, où une meute avait attaqué l'année précédente et où il fallait redoubler de vigilance. L'emplacement des tanières de loups repérées au printemps à éviter absolument pendant la période d'élevage des louveteaux. Les zones de pièges naturels, comme les marécages ou les éboulis instables, utiles pour la chasse mais aussi potentiellement mortels pour un homme poursuivi. Les chemins de fuite, les grottes refuges potentiels espacés d'une journée de marche. Cette mémoire géographique n'était pas statique, elle se mettait à jour en permanence avec les observations du groupe des traces fraîches ici, l'absence inhabituelle d'herbivores là, signalant peut-être la présence récente d'une grande meute. Cette capacité n'était pas un don magique, mais une compétence forgée par la nécessité, et elle devait être partagée par tous les adultes du groupe pour être efficace. Au-delà de la carte statique, il y avait la lecture dynamique des signes et la prédiction. Comprendre le comportement animal n'est pas une science exacte, mais les Néandertaliens en étaient les intuitifs les plus doués. Ils devaient interpréter une multitude de signaux. La direction du vent pour savoir s'ils étaient en train de se diriger vers un prédateur ou s'ils pouvaient les sentir. Les cris d'alarme des oiseaux, souvent le premier indice d'un dérangement sur le territoire. Les traces au sol, une empreinte de loup était lue comme un livre. Sa fraîcheur, sa profondeur, sa direction, la taille. Tout cela donnait des informations sur le nombre, la taille des individus, le temps écoulé et leur allure. Étaient-ils en train de chasser, en déplacement calme ou en fuite? Leurs excréments, leur urine marquant le territoire, tout était une source de renseignements. Cette lecture fine leur permettait de faire de la prédiction basique. Si on croise telle trace fraîche allant vers la vallée où nous comptons camper, le risque est élevé. Si les rennes semblent nerveuses sans raison apparente, quelque chose rôde peut-être dans les parages. Cette anticipation permanente était épuisante mentalement, mais elle permettait d'éviter la confrontation bien plus souvent qu'elle ne la provoquait. La transmission de ce savoir était le chaînon absolument vital. Un savoir qui meurt avec son porteur est inutile à long terme. L'éducation néandertalienne devait être immersive, pratique et commencer très jeune. Les enfants apprenaient en observant, en imitant, en participant aux tâches à leur mesure. Un adolescent ne se voyait pas confier une lance et envoyer seul au front. Il suivait d'abord, il portait le matériel, il observait comment les anciens lisaient le paysage, comment ils se positionnaient, comment ils communiquaient par gestes. La fabrication des outils, comme la lance durcie au feu, était un cours de technologie et de patience. Chaque étape était démontrée, chaque erreur corrigée. Le choix du bois, la température du feu pour le durcissement, l'équilibrage de la hampe, tout cela était un savoir technique transmis de génération en génération, très probablement par démonstration et guidage manuel. Les histoires racontées le soir autour du feu devaient jouer un rôle crucial. Elles n'étaient pas des fables, mais des bases de données narratives. Le récit de la fois où l'oncle Kraz a été attaqué près du gros rocher rouge encapsulait une leçon de sécurité, éviter ce lieu isolé, ou bien s'y rendre en grand nombre et avec une vigilance extrême. Ces récits mémorisables stockaient des informations contextuelles complexes bien mieux qu'une simple liste de règles. Le développement de protocoles d'urgence est un signe flagrant de cette intelligence collective appliquée. Des réponses stéréotypées entraînées jusqu'à devenir des réflexes de groupe. Face à une attaque surprise, il ne faut pas réfléchir. Il faut agir selon un schéma connu de tous. Former le cercle est un de ces protocoles. Protéger les arrières en est un autre. Les non-combattants au centre en est un troisième. Ces instructions simples, probablement véhiculées par des cris courts ou des gestes standardisés, permettaient de transformer un groupe surprise en une unité défensive cohérente en quelques secondes. L'efficacité de ces protocoles reposait sur leur répétition et leur compréhension partagée. Chaque membre du groupe devait savoir exactement ce que former le cercle signifiait en pratique, se serrer dos à dos, pointer les lances vers l'extérieur, caler ses pieds contre ceux du voisin. Cette standardisation des réponses était une forme de technologie sociale, aussi importante que la lance elle-même.
Cette gymnastique cognitive permanente, mémoriser, prédire, transmettre et exécuter des protocoles, a certainement façonné une intelligence particulière. Une intelligence profondément contextuelle, ancrée dans le concret, tournée vers la résolution immédiate de problèmes spatiaux et sociaux. Elle favorisait probablement des capacités d'observation hyper développées, une mémoire visuelle et kinesthésique exceptionnelle et une capacité à modéliser mentalement le comportement d'autres êtres vivants, qu'il s'agisse d'un troupeau de bisons ou d'une meute de loups. C'est une intelligence différente dans ses priorités de la nôtre, peut-être moins tournée vers l'abstraction symbolique pure, mais parfaitement adaptée à son monde. Elle transformait chaque membre du groupe en un capteur vivant, en un processeur d'informations environnementales et en un maillon d'une chaîne de savoir qui traversait le temps. Cette capacité à tirer des leçons du passé, à les formaliser en enseignement et à les appliquer à l'avenir est ce qui a permis aux Néandertaliens de tenir si longtemps dans un environnement aussi impitoyable. Leur lutte contre les loups n'était donc pas seulement une histoire de muscles et d'armes, c'était une guerre de nerfs et d'esprit, une compétition cognitive où l'enjeu était de toujours rester un coup d'avance dans la lecture du grand jeu de la steppe glacée. Chaque nuit passée en sécurité, chaque chasse réussie sans accroc, c'est la preuve tangible du succès de cette formidable machine à pensée collective qu'était le clan néandertalien. Cette intelligence collective axée sur la prédiction et la prévention révèle que la majorité des interactions entre néandertaliens et loups n'avaient probablement rien de spectaculaire ou d'épique. Elles relevaient davantage d'une guerre froide écologique, d'une tension permanente ponctuée d'escarmouches et de coups bas, où l'objectif n'était pas l'extermination de l'adversaire, mais l'acquisition ou la conservation d'une ressource vitale, la viande. Le vol de carcasses ou kleptoparasitisme était sans doute le scénario le plus fréquent de leur conflit larvé. Imaginez la scène sous un ciel bas de plomb. Un groupe de Néandertaliens vient d'abattre un jeune bison après une poursuite épuisante. Ils sont à bout de souffle, peut-être blessés, mais victorieux. Le dépêchage commence, la précieuse graisse et la viande riche sont exposées. L'odeur du sang, puissante et enivrante, se diffuse portée par le vent, un véritable signal d'invitation pour tout prédateur à des kilomètres à la ronde. Une meute de loups, en chasse ou non, perçoit cette odeur. Pour eux, c'est une opportunité énergétique trop belle. Un animal déjà abattu, même partiellement dépecé, représente une économie d'efforts considérable. Ils se rapprochent, silencieusement d'abord, observant depuis une crête ou un bosquet. De leur côté, les Néandertaliens savent pertinemment que leur succès les a mis en danger. La vigilance redouble dès que l'animal tombe. Pendant que certains s'affairent à la boucherie, d'autres, les moins fatigués ou ceux qui ont été moins exposés pendant la chasse, forment un périmètre de sécurité, lance à la main, scrutant l'horizon. Souvent, la simple présence d'humains actifs, armés et regroupés, suffisait à dissuader. Les loups ne sont pas stupides, une charge frontale contre un groupe en alerte est risquée. Mais parfois, la faim ou l'audace l'emportait. La meute pouvait alors se montrer, sortant de sa cachette, se déployant en demi-cercle à une distance respectueuse. Elle ne chargeait pas forcément. Elle attendait, observant, testant la réaction. C'était un bras de fer psychologique. Les Néandertaliens devaient alors évaluer rapidement la situation. Combien de loups sont-ils agressifs ou juste curieux? Quelle est la taille de notre groupe? Sommes-nous en état de nous battre? La carcasse est-elle déjà suffisamment dépecée pour que nous puissions emporter les meilleurs morceaux et partir? Ce calcul coût-bénéfice était constant. Parfois, la décision la plus intelligente était de laisser une partie de la prise, prendre les quartiers les plus riches, la langue, la cervelle, le foie, et se retirer en bon ordre, laissant les restes aux nouveaux venus. Mieux valait perdre 30% d'un bison que de risquer la vie de 2 chasseurs et de perdre 100%. Mais l'inverse était également vrai. Les Néandertaliens pouvaient tout à fait jouer le rôle de kleptoparasites. Une meute en train de consommer sa propre proie était un magasin d'alimentation gratuit, mais extrêmement bien gardé. Observer une meute abattre un renne était une information en soi. Si la situation paraissait favorable, par exemple, si les loups étaient un peu nombreux, ou si le terrain permettait une approche discrète, les humains pouvaient tenter de les déloger. La méthode n'impliquait pas nécessairement un combat. Elle reposait sur de l'intimidation stratégique. En se montrant soudainement, en grand nombre, en brandissant des torches enflammées, en frappant des pierres les unes contre les autres, en poussant des cris puissants et coordonnés, ils pouvaient provoquer la fuite de la meute, trop surprise ou estimant le risque trop grand.
Les loups, même repus, préfèrent souvent abandonner une carcasse que de s'engager dans un conflit incertain contre des créatures bruyantes, odorantes et brandissant du feu. C'était une forme de piraterie écologique, où la force physique était moins importante que la démonstration de force et la perturbation. Cette dynamique de compétition pour les mêmes ressources créait une cartographie des risques et des opportunités qui façonnaient les mouvements des deux espèces. Certaines zones, peut-être particulièrement riches en herbivores ou en points d'eau, devaient être des points de friction récurrents, des sortes de zones démilitarisées contestées. D'autres, moins riches ou plus ouvertes, pouvaient voir s'établir des périodes de trêve tacite, où les deux espèces s'évitaient simplement parce que l'enjeu n'en valait pas la chandelle. Les Néandertaliens devaient avoir une idée assez précise des territoires de chasse des grandes meutes établies et probablement les éviter lorsqu'ils le pouvaient, sauf besoin impératif. Inversement, une meute suivant une trace de sang pouvait s'arrêter net en détectant l'odeur forte d'un campement humain récent, avec ses cendres encore chaudes et son odeur caractéristique. Cette reconnaissance mutuelle de la dangerosité de l'autre établissait des frontières invisibles mais bien réelles. Les conséquences de cette compétition de basse intensité étaient profondes. Cela signifiait que les Néandertaliens ne pouvaient jamais se permettre de se sentir totalement en sécurité, même après une chasse réussie. Le travail n'était jamais fini. Il fallait dépecer vite, très vite, et quitter les lieux au plus tôt pour réduire la fenêtre d'opportunité pour les charognards et les prédateurs. Cela favorisait une organisation du travail extrêmement efficace pendant le dépeçage, probablement avec des rôles spécialisés les uns coupant, les autres transportant, d'autres surveillant. La pression pour une coopération rapide et silencieuse était énorme. Cela encourageait aussi le développement de techniques de conservation de la viande, comme le séchage ou la fumaison près du feu du campement, pour réduire la dépendance à la viande fraîche et donc la fréquence des sorties de chasse risquées et des confrontations potentielles. Cette relation ambivalente entre évitement, intimidation et vol pur et simple peint un tableau bien plus nuancé et réaliste que l'image d'une lutte sanglante permanente. La survie dans un environnement aussi exigeant ne passait pas par la recherche du combat, mais par son évitement intelligent, tout en étant prêt à se battre férocement si l'on y était acculé. Chaque groupe, humain ou lupin, était un acteur économique rationnel dans l'écosystème de la steppe, essayant de maximiser son apport calorique tout en minimisant ses dépenses énergétiques et ses risques de blessure. Un face-à-la-face direct était une dépense catastrophique pour les deux parties. Mieux valait ruser, attendre, intimider ou voler. Cette guerre d'usure silencieuse, cette danse de prédation et de peur partagée, a duré des dizaines de milliers d'années. Elle n'a pas sculpté que des muscles ou des stratégies de combat, elle a affiné une intelligence du risque, une capacité à lire les intentions de l'autre et une forme de respect contraint pour un adversaire qui, au fond, poursuivait exactement le même but fondamental, nourrir les siens et survivre un jour de plus dans le grand froid. Cette coexistence compétitive, faite de regards en biais et de distances calculées, est peut-être la forme la plus authentique et la plus quotidienne de la lutte qui les a unis dans le même destin écologique. Cette guerre froide écologique, faite d'évitement et de vols calculés, ne se déroulait pas seulement dans l'espace physique mais aussi dans l'espace mental, et particulièrement pendant la nuit. L'ombre permanente de la prédation, cette sensation d'être potentiellement une proie, est l'un des moteurs évolutifs les plus puissants qui soient. Pour les Néandertaliens, la menace des loups, surtout nocturnes, a dû sculpturer en profondeur des comportements quotidiens et même des schémas physiologiques, laissant une empreinte invisible mais probable dans leur façon de dormir, de se regrouper et de percevoir l'obscurité. C'est ce que certains chercheurs évoquent sous le nom un peu dramatique d'hypothèse du cauchemar nocturne. L'idée n'est pas qu'ils vivaient dans une terreur paralysante, mais que la pression sélective favorisait les groupes qui adoptaient des comportements minimisant les risques durant les heures les plus dangereuses. Commençons par le sommeil. Dans un monde où le noir profond est peuplé de menaces, dormir d'un sommeil profond et prolongé comme le nôtre est un luxe dangereux. Il est plausible que les Néandertaliens aient développé des patterns de sommeil fragmentés, plus légers, avec des périodes de veille fréquentes. C'est un phénomène observé dans certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes, et même dans des populations vivant dans des environnements à haut risque. Le sommeil polyphasique, par courtes sessions entrecoupées de moments d'éveil, permet une vigilance accrue. Une personne se réveille, écoute les bruits de la nuit, jette un œil au feu, vérifie les enfants, puis se rendort. Cette fragmentation n'est pas un trouble, c'est une adaptation.
Elle signifie qu'à tout moment de la nuit, plusieurs membres du groupe sont dans un état de semi-conscience capable de donner l'alerte. Le groupe dans son entier ne plongeait jamais dans un coma collectif de 8 heures. Leur repos était une sentinelle active. La disposition des corps pendant le sommeil en dit long. Il est presque certain qu'ils dormaient regroupés très étroitement, en tas, surtout dans le froid. Mais cette promiscuité avait aussi une fonction défensive évidente. Dormir dispersé dans une grotte ou un abri, même petit, multiplie les angles d'attaque et rend chacun isolé. Dormir serrés les uns contre les autres, avec les plus vulnérables au centre, crée une masse confuse et difficile à cibler pour un prédateur. De plus, le simple mouvement ou le grognement d'un dormeur réveillé par un cauchemar pouvait alerter les autres. Ils choisissaient aussi soigneusement l'endroit où poser leur corps. Dans une grotte, l'endroit le plus recherché n'était pas nécessairement le plus profond, mais celui qui était le plus facile à défendre un renfoncement, un espace avec un mur dans le dos, une plateforme surélevée ou difficile d'accès. Se mettre en hauteur, même de quelques dizaines de centimètres, crée une dissuasion psychologique pour un loup et offre un avantage tactique minime mais réel. Le feu, dont nous avons déjà parlé, prend ici une dimension psychologique profonde. Il n'était pas qu'un outil physique, c'était un talisman contre la peur, le cœur symbolique de la sécurité. La lumière qu'il projetait sur les parois de la grotte ou de l'abri chassait littéralement les ombres où l'imaginaire peut projeter des menaces. Son crépitement constant couvrait les petits bruits ambiants qui pourraient prêter à confusion, créant une bulle sonore rassurante. L'odeur de la fumée et de la combustion si particulière marquait l'espace humain et repoussait les animaux. Entretenir le feu était bien plus qu'une corvée, c'était un rite de protection. Une action concrète qui renforçait le contrôle sur un environnement hostile. La personne chargée de veiller sur les braises avait un rôle social crucial. Elle était le gardien du bien-être psychique du groupe. La peur du feu qui s'éteint devait être une anxiété très concrète, synonyme de vulnérabilité maximale. Cette pression a dû aiguiser leur sens à un degré remarquable. Leur ouïe, déjà adaptée à la communication dans des paysages ouverts, devait être constamment en alerte la nuit. Distinguer le grattement d'un rongeur du glissement furtif d'un canidé, interpréter la direction d'un hurlement lointain, entendre le souffle rauque d'un animal à l'entrée de la grotte derrière le bruit du vent. Leur vision nocturne, potentiellement meilleure que la nôtre grâce à une plus grande proportion de bâtonnets dans la rétine, était sollicitée en permanence. Se réveiller dans le noir presque total et de voir, en quelques secondes, évaluer la situation en scrutant les faibles lueurs du foyer, c'était une gymnastique sensorielle quotidienne. Cette hypervigilance sensorielle n'était probablement pas un état de stress aigu permanent, mais un fond anxieux normalisé, une partie intégrante de leur expérience du monde. Vivre avec cela forgeait des réflexes exceptionnels et une conscience situationnelle aiguë, où chaque anomalie dans le paysage sonore ou visuel était immédiatement notée et évaluée. Le stress chronique, dans notre monde moderne, était pathologique. Dans le leur, il était peut-être canalisé et transformé en avantage adaptatif. Cet état de vigilance permanente, bien que coûteux en énergie nerveuse, maintenait le groupe en état d'alerte opérationnelle. Il réduisait le temps de réaction en cas de véritable attaque. Il favorisait aussi une cohésion sociale renforcée, car la sécurité était littéralement dans le groupe, dans la confiance que l'autre serait aussi vigilant que soi. Cela pouvait se traduire par des liens très forts, une interdépendance accrue et une intolérance marquée pour les comportements qui mettaient le groupe en danger, comme un sommeil trop lourd ou une négligence dans la garde du feu. L'hypothèse du cauchemar nocturne va parfois plus loin, suggérant que cette peur culturellement partagée a pu influencer des représentations symboliques ou narratives. Les cauchemars récurrents sur des prédateurs, les récits autour du feu évoquant des attaques, la valorisation des traits de personnalité comme la vigilance ou Louis Fine, tout cela pouvait renforcer les comportements adaptatifs. Le loup, en tant qu'incarnation de cette peur nocturne, a peut-être été l'un des premiers animaux à entrer dans un imaginaire symbolique néandertalien, non pas comme un dieu, mais comme une force ambivalente, à la fois ennemi et modèle d'organisation collective. Cette empreinte psychologique est la plus difficile à saisir car elle ne fossilise pas. Mais en observant les comportements des primates ou d'autres mammifères sociaux face à la prédation et en les transposant à un cerveau aussi complexe que celui de Néandertal, il est raisonnable de penser que la nuit n'était pas un temps de repos total, mais un autre chapitre de la lutte pour la survie, plus mentale que physique, où la peur, domestiquée et partagée,
devenait un outil de plus pour traverser les ténèbres. Chaque aube qui se levait sans drame était donc une double victoire sur les dangers réels de la nuit et sur l'angoisse diffuse qu'elle portait en elle. Cette victoire quotidienne sur l'obscurité et ses menaces invisibles est un pan essentiel, bien que silencieux, de leur extraordinaire ténacité. Cette victoire quotidienne sur l'angoisse de la nuit et sur les dangers réels reposait sur un pilier absolument essentiel, sans lequel toute la vigilance du monde serait restée vaine la communication. Dans l'obscurité, face à une menace qui se déplace vite et en silence, un groupe désorganisé est condamné. La capacité à transmettre une information précise, rapidement et sans ambiguïté, transformait une collection d'individus en une seule entité défensive. Pour les Néandertaliens, survivre à une rencontre avec une meute exigeait un système de communication sophistiqué alliant probablement le gestuel, le vocal et une compréhension mutuelle si aiguë qu'elle frôlait la télépathie. Imaginez la scène, une silhouette se détache à la lisière de la lumière du feu. En une seconde, il faut alerter le groupe sans provoquer de mouvement brusque qui déclencherait l'attaque, indiquer la direction, le nombre, et donner une consigne claire. Les mots, tels que nous les concevons, étaient peut-être trop lents ou trop risqués. C'est là que d'autres langages prenaient le relais. Le langage gestuel devait être d'une richesse et d'une précision extraordinaires. Dans le silence de la chasse ou de la nuit, un système de signes de la main, des mouvements de tête, des postures du corps permettait de coordonner les actions sans un bruit. Ce n'était pas de simples gestes spontanés, mais un code partagé, entraîné, dont la signification était instantanément comprise par tous les membres du groupe. Un mouvement de la main plat vers le sol pouvait signifier « baisse-toi » ou « reste caché ». Un bras tendu avec un doigt pointé discret vers la gauche, suivi de 2 doigts levés, pouvait vouloir dire 2 loups sur la gauche. Un mouvement circulaire de la main pouvait indiquer encerclement ou rassemblement. Ces signes devaient être utilisés en chasse pour coordonner l'approche d'un herbivore et leur utilité était directement transférable à la défense. Leur avantage était triple silence, rapidité et portée visuelle relative dans la pénombre ou la faible lumière du jour hivernal. Mais le gestuel a ses limites dans l'obscurité totale ou si les visages sont tournés dans une autre direction. C'est là que la communication sonore non verbale entrait en jeu. Nous ne parlons pas de mots, mais de sons spécifiques, codés, porteurs d'informations immédiates. Un sifflement bref et aigu pouvait signifier alerte ou stop. Un claquement de langue particulier pouvait indiquer rassemblement. Un grognement bas et court pouvait servir d'acquiescement ou de signal de confirmation. Ces sons, contrairement à la parole, sont discrets, peu susceptibles d'être confondus avec des bruits naturels et peuvent être produits sans ouvrir grand la bouche. Ils traversaient l'obscurité et indiquaient une présence et une intention sans révéler exactement la position de l'émetteur. L'imitation de cris d'animaux, comme le choucas ou un autre oiseau spécifique, pouvait aussi servir de signal codé entre membres d'un même groupe pour indiquer une position ou un danger, un peu comme un sifflement militaire moderne. Cette palette de sons constituait un véritable tableau de bord auditif pour le groupe en situation de crise. Dans des situations de stress extrême comme au début d'une charge, des cris spécifiques devaient aussi exister. Pas des hurlements de panique, mais des cris brefs, percutants, chargés de sens. Un cri particulier pouvait déclencher le protocole, former le cercle. Un autre pouvait signifier reculons ou avançons, l'intonation, la hauteur, la durée transmettaient à l'urgence et la nature de l'ordre. L'avantage de ces cris était qu'ils mobilisent immédiatement toute l'attention et galvanisent le groupe dans l'action. Ils coupent de court à l'hésitation. Le fait que ces cris soient standardisés et reconnus de tous était crucial pour éviter la confusion, source de panique et de déroute. Une fois le cri émis, chacun savait exactement quelle action collective entreprendre, sans avoir besoin de réfléchir ou de discuter. La base physiologique d'une telle complexité communicationnelle existe. L'os hyoïde des Néandertaliens, cet os fragile en forme de fer à cheval situé à la base de la langue, est similaire au nôtre. Cela indique qu'ils possédaient probablement un appareil vocal capable de produire une large gamme de sons. Leur capacité crânienne importante laisse aussi supposer des aires cérébrales dédiées au langage développé. Il ne s'agit pas de spéculer sur l'existence d'une langue aussi élaborée que les nôtres, mais d'affirmer qu'ils avaient les outils anatomiques et neuronaux pour un système de communication très avancé, certainement capable de désigner des objets, des actions, des lieux et des concepts immédiats comme danger loup nombreux, gauche fuir tenir bon. Cette capacité était le socle sur lequel reposaient les signaux d'urgence. L'efficacité de cette communication en situation de crise
reposait sur un entraînement constant et une vie sociale extrêmement soudée. Les protocoles étaient répétés, peut-être à travers des jeux pour les enfants ou des mises en situation narrative autour du feu. Chaque membre du groupe devait connaître son rôle et comprendre les signaux aussi instinctivement que sa propre respiration. Cette standardisation réduisait radicalement le temps de réaction. Dans une attaque surprise, les secondes comptent. Le fait que tout le monde sache immédiatement quoi faire et où se placer, parce que cela a été pratiqué ou raconté des dizaines de fois, faisait la différence entre un groupe qui tient bon et un groupe qui se disloque sous la peur. Cette pression communicationnelle a dû jouer un rôle de catalyseur dans l'évolution de leur intelligence sociale et peut-être de leur langage. La nécessité de transmettre des informations spatiales complexes, localisation, direction, nombre, des concepts de danger immédiat et des ordres tactiques a pu favoriser le développement d'une syntaxe rudimentaire mais efficace. Par exemple, une structure du type danger loup nombreux nord pourrait être une forme de phrase d'alerte parfaitement fonctionnelle. Cette pression évolutive ne poussait pas vers la poésie, mais vers la clarté, la rapidité et la précision absolue. Chaque ambiguïté pouvait être mortelle. Au final, le véritable secret de la défense néandertalienne ne résidait pas seulement dans la force physique ou la qualité des lances, mais dans cette capacité à faire circuler l'information au sein du groupe à la vitesse de l'éclair. Cette communication transformait la peur individuelle en réponse collective organisée. Elle permettait de maintenir la cohésion sous le choc, d'exécuter des manœuvres tactiques simples mais vitales, et de donner à chaque individu la sensation concrète de faire partie d'un tout plus grand et plus fort. Dans le silence menaçant de la steppe glacée ou dans l'obscurité vibrante d'une grotte, ces signes et ces sons étaient les liens invisibles qui les tenaient unis face au danger. Ils étaient le système nerveux du clan, et leur efficacité était littéralement mesurée à l'aune de leur survie. Chaque confrontation évitée ou surmontée était aussi la preuve du succès de ce langage du péril, un langage qui, bien avant les mots complexes, disait « l'essentiel, restons ensemble, tenons bon et survivons ». Cette cohésion forgée par la communication d'urgence, cette transformation du groupe en un seul organisme réactif, n'était pas un état temporaire. Elle imprégnait la structure même de leur société et dictait le déroulement de toute une vie, de la petite enfance jusqu'à la vieillesse. La menace permanente des loups n'affectait pas seulement les chasseurs en pleine force, elle sculptait les expériences des plus vulnérables et redistribuait les rôles au sein de la communauté d'une manière très pragmatique. Pour un clan néandertalien, chaque membre, quel que soit son âge ou ses capacités, avait une valeur et une fonction dans la stratégie globale de survie, et cette fonction était souvent définie en réaction aux dangers extérieurs. Commençons par le commencement, l'enfance. Un enfant néandertalien grandissait dans un monde où le danger était tangible. Dès qu'il était en mesure de marcher, son éducation à la sécurité commençait. Il n'était pas question de le laisser vagabonder loin du groupe. Les enfants devaient rester à proximité immédiate des adultes, particulièrement des femmes qui, souvent occupées à des tâches de traitement des pots, de préparation de la nourriture ou de cueillette près du campement, pouvaient les surveiller. Leur apprentissage se faisait par l'observation et l'imitation, mais aussi probablement par le jeu dirigé. Des jeux permettant de développer la vigilance, la reconnaissance des traces, ou même des simulations de défense avec de petits bâtons, n'auraient rien eu de surprenant. Les récits du soir, autour du feu, étaient un des outils pédagogiques cruciaux. Les histoires de chasse, de rencontres avec les animaux, et surtout de danger, servaient à inculquer les règles de base sans avoir à vivre l'expérience traumatisante directement. Un enfant apprenait très tôt que certains bruits étaient mauvais, que certaines zones hors du campement étaient interdites, et que face à un danger, la consigne ultime était de se rapprocher des adultes et de se faire petit. Cette éducation par la peur contrôlée et le récit était essentielle pour former des adultes capables de lire l'environnement et de réagir correctement. À l'autre bout du spectre, les individus plus âgés, ceux dont la force physique déclinait, ne devenaient pas pour autant inutiles. Au contraire, dans une économie de la connaissance où l'expérience directe était le seul manuel de survie, un ancien était une bibliothèque vivante. Sa mémoire était une ressource stratégique. Il ou elle avait vécu plusieurs décennies, traversé de nombreux hivers, assisté à des changements dans les comportements des troupeaux et survécu à des rencontres avec les prédateurs. Cette personne pouvait se souvenir d'un lieu de tanière de loups observé 20 ans plus tôt, d'un pattern météorologique annonciateur de tempête ou d'une technique de taille de pierre oubliée par les plus jeunes.
Dans le contexte défensif, leur rôle pouvait être capital pendant les phases de vigilance. Une ouïe encore fine, une vue longue expérience dans l'interprétation des ombres et des bruits nocturnes en faisaient des gardiens précieux. Ils pouvaient surveiller depuis un point sûr du campement, libérant les plus forts pour des tâches exigeant d'un effort physique. Leur présence au cœur du groupe, racontant et enseignant, renforçait la cohésion et assurait la continuité culturelle. Protéger les anciens n'était donc pas seulement un acte de respect, c'était protéger la mémoire collective et l'adaptabilité du clan. Cette logique influençait aussi la division des tâches au quotidien. Alors que la chasse au gros gibier était probablement l'affaire des adultes en pleine force, hommes et femmes, d'autres spécialisations émergeaient directement liées à la menace. La maintenance des défenses du campement, réparer les barrières de branchage, entretenir le feu principal, préparer des torches de rechange pouvaient être dévolus à ceux qui restaient sur place. La fabrication et l'entretien des armes, un savoir-faire technique pointu, pouvaient être une spécialité, peut-être exercée par des individus dont une ancienne blessure les empêchait de courir, mais pas de travailler le bois ou la pierre avec précision. La surveillance des abords pendant la journée, pendant que les chasseurs étaient à ou absents, était une tâche critique qui pouvait être partagée entre les anciens, les adolescents en apprentissage et les adultes momentanément inactifs. Cette diversification des rôles maximisait l'efficacité du groupe et garantissait que même en l'absence des chasseurs, le campement restait un point dur, vigilant et difficile à surprendre. La démographie elle-même était modelée par cette pression. Un taux de mortalité potentiellement élevé dû à la prédation, aux accidents de chasse et aux infections signifiait que l'espérance de vie était probablement plus courte que la nôtre, mais que ceux qui atteignaient un âge avancé étaient un des survivants hors pair, dont les gènes et les connaissances avaient fait leurs preuves. La nécessité de protéger les femmes enceintes et les jeunes enfants devait être une priorité absolue, car ils représentaient l'avenir démographique du groupe. Un clan qui ne parvenait pas à protéger ses enfants était un clan condamné à disparaître. Cette pression favorisait des comportements altruistes et protecteurs envers les plus faibles, car ces comportements, à l'échelle du groupe, augmentèrent les chances de survie à long terme de l'ensemble de la communauté. La sélection naturelle ne jouait donc pas seulement sur la force individuelle, mais sur la capacité d'un groupe à prendre soin de ses membres vulnérables. Le cycle de vie tout entier était ainsi rythmé par cette dialectique entre force et vulnérabilité, entre action et protection. Un jeune adulte passait progressivement du statut de protégé à celui de protecteur, intégrant les rangs des chasseurs et des gardiens. Un adulte d'âge mûr, au sommet de ses capacités physiques et de son expérience, était le pilier à la fois offensif et défensif du groupe. Un ancien, libéré des tâches les plus physiquement risquées, investissait son capital cognitif au service de tous. Cette interdépendance créait des liens sociaux extrêmement forts. La confiance n'était pas une simple émotion, c'était un impératif de survie. Vous deviez pouvoir compter sur la vigilance du vieil homme qui faisait le guet, sur la rapidité de réaction de la mère à rassembler les enfants, sur la force du chasseur à vos côtés pour tenir la ligne. Finalement, la lutte contre les loups révèle une société néandertalienne bien plus complexe et nuancée que la caricature de brute primitive. Elle montre une communauté capable d'une organisation sociale sophistiquée, où la valeur d'un individu se mesurait à sa contribution à la sécurité collective, qu'elle soit immédiate par la force ou différée par la connaissance. Leur force résidait dans cette capacité à intégrer chaque étape de la vie, chaque compétence, même affaiblie, dans un système défensif cohérent. Protéger les jeunes et les vieux n'était pas un sentiment de tendresse abstrait, c'était la stratégie la plus rationnelle pour préserver le réservoir génétique et la mémoire culturelle du groupe. Dans cette économie de la survie extrême, rien ni personne n'était gaspillé. Chaque père d'yeux, qu'ils soient jeunes et perçants ou vieux et sagaces, comptait pour surveiller l'horizon. Chaque paire de mains, qu'elles soient puissantes pour lancer une lance ou habiles pour entretenir un feu, avait son rôle à jouer dans la grande mécanique du clan. Cette harmonie sociale, contrainte et forgée par la peur des crocs dans l'ombre, est peut-être l'un de leurs héritages les plus impressionnants, un témoignage silencieux de leur profonde humanité. Et ce témoignage silencieux de leur humanité, nous le touchons du doigt, littéralement, grâce aux vestiges qu'ils nous ont laissés. Car si les cris, les stratégies et les peurs se sont évanouis dans l'air du temps, les os, eux, subsistent. Le registre archéologique et paléontologique ne nous montrera jamais une scène de combat figée, comme une photographie. En revanche, il nous offre une multitude d'indices indirects, des pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées,
confirment avec une force étonnante la réalité de cette coexistence conflictuelle et quotidienne. Commençons par les preuves les plus directes de l'interaction les ossements de loups portant des marques de coupure. Sur plusieurs sites néandertaliens, les paléontologues ont découvert des os de loups, en particulier des crânes, des mandibules et des métapodes, qui présentent des stries parallèles et fines, indiscutablement faites par des outils de pierre tranchants. Ces marques ne sont pas le fruit d'un combat. Elles sont le résultat d'un dépaissage méticuleux. Cela prouve que les Néandertaliens chassaient activement les loups, ou plus probablement, récupéraient les carcasses de loups morts pour des raisons utilitaires. La peau du loup, avec sa fourrure épaisse, était une ressource précieuse pour confectionner des vêtements, des couvertures ou des liens. Les os, très résistants, pouvaient en servir d'outils, de retouchoirs pour affûter les lames de silex ou d'éventuels bijoux. Les dents, percées, ont parfois été trouvées dans des contextes qui pourraient évoquer un usage ornemental ou symbolique. Donc, au-delà de la compétition, le loup était aussi une ressource exploitée, ce qui implique une proximité et une connaissance approfondie de l'animal. Un autre type d'indice plus tragique se trouve sur les squelettes néandertaliens eux-mêmes. Leurs os montrent un taux très élevé de fractures et de traumatismes, souvent bien guéris. Beaucoup de ces blessures sont cohérentes avec des accidents de chasse-fracture par compression des vertèbres, peut-être dues à une chute de cheval. Non, bien sûr, mais plutôt une chute lors d'une poursuite ou un coup reçu d'un grand herbivore. Fracture du bras et du crâne. Cependant, certaines pourraient tout à fait trouver leur origine dans un combat défensif. Une chute violente en tentant d'échapper à une meute, un coup reçu en étant bousculé par un animal lourd et rapide, pourrait causer ce genre de traumatisme. Le fait qu'ils aient survécu à de telles blessures, comme nous l'avons vu, parle de leur robustesse et de la qualité des soins au sein du groupe, mais cela atteste aussi d'une vie physiquement périlleuse, où les rencontres violentes avec la faune, qu'elle soit proie ou prédateur, étaient monnaie courante. La preuve la plus massive est simplement géographique et stratigraphique. Les fossiles de Néandertaliens et les fossiles de loups des cavernes sont fréquemment retrouvés dans les mêmes couches sédimentaires, les mêmes strates et dans les mêmes régions d'Europe et d'Asie occidentale. Cette coexistence dans l'espace et le temps n'est pas une coïncidence. Elle confirme que leurs habitats se superposaient totalement. Ils vivaient dans les mêmes paysages, fréquentaient les mêmes vallées, dépendaient des mêmes troupeaux. La probabilité d'interaction, qu'elle soit de compétition, de prédation ou de kleptoparasitisme, était donc structurellement très élevée. On ne trouve pas de site néandertalien majeur sans la présence de restes de grands carnivores comme le loup ou l'hyène des cavernes. Ils partageaient littéralement le même monde souterrain, se disputant souvent les mêmes grottes comme abris, laissant leurs traces dans les mêmes sols. Une technologie moderne, l'analyse des isotopes instables, vient étayer cette compétition d'une manière très fine. En étudiant le rapport entre certains isotopes de l'azote et du carbone dans les eaux fossilisées, les scientifiques peuvent reconstituer le régime alimentaire d'un individu. Que nous disent dans ces analyses lorsqu'elles sont effectuées à la fois sur des ossements de Néandertaliens et sur ceux de loups des cavernes de la même période et région, elles révèlent des signatures isotopiques très similaires, voire se chevauchant. Cela signifie que leur régime alimentaire était comparable. En termes de niveau trophique, ils se nourrissaient des mêmes types d'animaux, occupant la même position élevée dans la chaîne alimentaire. Ils mangeaient la même chose, ou du moins ils ciblaient les mêmes proies, c'est la confirmation chimique, moléculaire de la compétition directe pour la nourriture. Cette surposition de niche écologique n'est plus une hypothèse, c'est une donnée mesurée en laboratoire. Il existe aussi des preuves par l'absence, plus subtiles à interpréter mais tout aussi parlantes. On a retrouvé un certain nombre de sépultures néandertaliennes, preuve de pratiques funéraires. Or, sur ces squelettes intentionnellement enterrés, on ne trouve pratiquement pas de marques de morsures de carnivores post-mortem. Pourquoi est-ce que significatif? Parce que si un corps avait été laissé en surface, même brièvement, les prédateurs et les charognards l'auraient certainement mutilé. L'absence quasi systématique de ces marques sur les squelettes enterrés vous suggère deux choses possibles, qui ne s'excluent pas mutuellement. Soit les Néandertaliens enterraient rapidement leurs morts, peut-être justement pour les soustraire aux bêtes, soit leur stratégie défensive et leur protection du campement, feu, barrières, garde, étaient ainsi efficaces que les prédateurs n'avaient que rarement accès au corps des défunts avant l'inhumation. Dans les deux cas, cela indique une gestion consciente du risque que représente la présence des carnivores, même pour les morts. Enfin, l'étude des sites de tanières de loups des cavernes est elle-même instructive. Certaines grottes
ont été utilisés en alternance, voire successivement, par des loups et par des néandertaliens, les couches d'occupation se mélangent parfois. Cela crée un scénario de conflit potentiel très direct à la dispute pour un abri de qualité. Une grotte offrant une bonne protection contre les éléments est une ressource rare en période glaciaire. La compétition pour ces refuges a dû être féroce. Les traces de feu dans une grotte précédemment occupée par des carnivores peuvent indiquer que les humains ont nettoyé et revendiqué les lieux. Inversement, une couche de coprolite, excréments fossilisés, de loups au-dessus d'un foyer humain peut signifier que les loups ont repris possession des lieux après le départ du groupe. Ces allers-sur-retours dans l'occupation des espaces sont la signature physique de la rivalité territoriale. Ainsi, bien que nous n'ayons pas de fresque montrant un Néandertal combattant un loup, le sol de l'Europe nous en livre un récit bien plus détaillé et scientifique. Chaque os de loup taillé raconte une exploitation. Chaque fracture néandertalienne guérie évoque un monde dangereux. Chaque superposition de fossiles dans les mêmes couches de terre atteste d'un partage forcé du territoire. Chaque signature isotopique identique confirme une concurrence acharnée pour la nourriture. Et chaque sépulture intacte suggère le succès des stratégies pour protéger même les morts de cette compétition. Ces indices, dispersés et silencieux, sont les archives de la lutte quotidienne. Ils ne crient pas, mais ils persistent, et lorsqu'on les assemble, ils forment un écho puissant, bien plus éloquent qu'un seul récit héroïque. Ils nous disent que cette relation était banale, constante, enracinée dans la réalité matérielle de la survie. C'est cette banalité du conflit, inscrite dans les eaux et les sédiments, qui en fait une vérité historique bien plus profonde qu'une simple légende. Cette vérité historique, inscrite dans les os et les sédiments, n'est pas qu'un simple constat d'interaction. Elle a des conséquences profondes qui dépassent le cadre des rencontres individuelles pour toucher à la trajectoire même de l'espèce. La relation prédateur-proie est l'un des moteurs les plus puissants de la sélection naturelle. Et il est presque impossible que des dizaines de milliers d'années de cohabitation compétitive avec un prédateur aussi performant que le loup des cavernes n'aient pas laissé une empreinte évolutive sur les Néandertaliens. En d'autres termes, les loups n'ont pas seulement été leurs adversaires, ils ont peut-être été, en partie, des architectes inconscients de certaines de leurs capacités les plus distinctives. Cette pression sélective n'a pas opéré de manière spectaculaire ou rapide, mais comme un filtre subtil et constant, favorisant génération après génération les traits qui amélioraient les chances de survie face à cette menace organisée. Prenons d'abord les adaptations physiques que nous avons déjà décrites. La robustesse osseuse, la puissance musculaire du haut du corps, la morphologie trapue. Si ces traits sont évidemment multifactoriels, adaptation au froid, à la chasse de gros gibier, la nécessité d'un combat défensif efficace a dû jouer un rôle amplificateur. Un individu capable de manier une lourde lance de bois avec une précision et une force dévastatrice lors d'une charge de loup avait un net avantage de survie par rapport à un individu plus frêle. La capacité à encaisser un choc, à résister à une blessure, était tout aussi cruciale. Ainsi, la pression constante des prédateurs a pu contribuer à filtrer et à renforcer ces caractéristiques de robustesse et de résilience physique qui définissent le squelette néandertalien. Ce n'est pas que les loups aient créé ces traits, mais ils ont pu en favoriser l'exacerbation et la pérennisation. Au-delà du physique pur, la pression a dû s'exercer avec une force particulière sur les comportements sociaux et cognitifs. Ici, l'effet est plus spéculatif, mais tout aussi plausible. Les groupes qui présentaient une meilleure cohésion sociale, une capacité accrue à coopérer sous pression et une communication plus efficace avaient un avantage décisif. Imaginez deux clans de taille similaire. Le premier est soudé, avec des protocoles de défense clairs, une confiance mutuelle qui permet de tenir une ligne sans céder à la panique. Le second est plus individualiste, moins coordonné. Face à une meute déterminée, les chances de survie du premier groupe sont mathématiquement plus élevées. Les membres de ce groupe survivent davantage, se reproduisent davantage, et transmettent non seulement leurs gènes, mais aussi leurs normes sociales et leur savoir-faire coopératif. Ainsi, la menace des loups a pu agir comme un puissant sélecteur en faveur de l'altruisme, de la coordination et de la discipline de groupe. La dimension cognitive est fascinante. Pour anticiper les actions d'une meute, il faut être capable de se mettre à la place de l'autre, de modéliser des comportements complexes. Cette intentionnalité de second ordre, je pense que tu penses que je vais faire ça, est au cœur de la stratégie tant pour la chasse que pour la défense.
La nécessité de prédire les mouvements des loups, de comprendre leur système d'encerclement, de déjouer leurs tentatives de distraction, a dû exercer une pression sur les capacités de planification et d'abstraction tactique. Le cerveau volumineux des Néandertaliens, avec ses importantes aires associatives, était certainement sollicité par ce défi permanent. L'évolution a pu favoriser les individus plus doués pour cette forme d'intelligence spatiale et sociale, une intelligence pratique tournée vers la résolution immédiate de problèmes de vie ou de mort dans un monde peuplé d'autres intelligences animales. La transmission culturelle elle-même devient un trait sous sélection, un groupe où le savoir comment fabriquer la meilleure lance, où sont les tanières, comment interpréter tel hurlement se transmet rapidement et fidèlement aux jeunes générations, a un avantage énorme. La pression des prédateurs accélère et renforce la nécessité d'une éducation efficace. Les pratiques qui amélioraient cette transmission, que ce soit par le récit, la démonstration stricte ou le jeu éducatif, étaient favorisées car elles augmentaient la résilience du groupe à long terme. La culture elle-même, en tant que système de savoir accumulé et partagé, devenait une arme de survie affûtée par la compétition avec le loup. Il faut aussi considérer des traits plus subtils, comme le contrôle de la peur. Le courage téméraire n'est pas un avantage, il mène à la mort. En revanche, le courage maîtrisé, la capacité à rester fonctionnel et à suivre comme le contrôle de la peur. Le courage téméraire n'est pas un avantage, il mène à la mort. En revanche, le courage maîtrisé, la capacité à rester fonctionnel et à suivre le protocole malgré une peur intense est un atout inestimable. La sélection a pu favoriser les individus capables de réguler leur réponse au stress, de transformer l'adrénaline en attention aiguë et en action disciplinée, plutôt qu'en fuite panique ou en paralysie. Ce tempérament froid et résolu, si souvent attribué aux chasseurs de l'âge de glace, pouvait être en partie le produit de cette pression sélective exercée par des prédateurs qui exploitaient toute faille dans la défense psychologique. Bien sûr, il est crucial de ne pas verser dans un déterminisme simpliste. Les loups n'ont pas créé les Néandertaliens. L'évolution est un processus multifactoriel où le climat, la disponibilité des proies, les dynamiques sociales internes et les pressions pathogènes jouent des rôles majeurs. La prédation lupine était une pression parmi d'autres en ensemble. Elle agissait comme un test permanent de l'efficacité sociale et physique de la communauté. En fin de compte, voir les loups comme des architectes de l'évolution néandertalienne, c'est adopter une perspective écologique profonde. Dans la steppe glacée, ces deux superprédateurs étaient enfermés dans une danse évolutive serrée, chacun poussant l'autre à se spécialiser, à s'organiser, à se renforcer. Les adaptations des Néandertaliens, leur corps, leur esprit, leur société portent donc, à quelques degrés, la marque de leur ancien adversaire. Cette idée transforme la relation d'une simple lutte en une forme d'étreinte évolutive où l'ennemi le plus redoutable devient paradoxalement une force qui vous façonne et vous définit. Les loups n'étaient pas seulement une menace à éliminer, ils étaient une partie intégrante de l'environnement auquel il fallait s'adapter pour exceller. Une pièce essentielle du puzzle qui a fait des Néandertaliens les humains extraordinairement résilients et sophistiqués qu'ils étaient. Leur héritage, en somme, n'est pas seulement dans les outils qu'ils ont laissés, mais aussi dans l'ombre longue de la meute qui, en les harcelant sans cesse, les a contraints à devenir la version la plus robuste et la plus coopérative d'eux-mêmes. Cette empreinte évolutive, cette façon dont les loups ont pu modeler les corps et les sociétés néandertaliennes, ne s'arrête pas aux traits physiques ou aux comportements observables. Elle se prolonge dans un domaine bien plus insaisissable, mais tout aussi réel, l'univers psychologique et culturel. Après des millénaires de cohabitation conflictuelle avec un prédateur aussi intelligent, organisé et persistant que le loup des cavernes, il est presque inconcevable que cette relation n'ait pas laissé de traces profondes dans la manière dont les Néandertaliens percevaient le monde, racontaient leur histoire et envisageaient leur place dans la nature. Le loup n'était pas seulement un danger à éviter, il est probablement devenu une figure puissante dans leur imaginaire, un archétype mêlant peur, respect et peut-être même une forme d'identification. La peur, bien sûr, est la base. Mais une peur qui dure, qui est partagée par tout le groupe et par chaque génération, se transforme. Elle cesse d'être une simple réaction physiologique pour devenir un élément culturel, un sentiment collectif qui soude le groupe. La peur du loup, spécifiquement, devait être canalisée par des récits, des mises en garde, des protocoles. Ces récits, répétés autour du feu, ne servaient pas seulement à informer, ils créaient une mémoire collective du danger, une façon de dire « nous savons, nous nous souvenons et nous sommes préparés ». La nuit,
avec ses hurlements lointains, n'était pas un vide angoissant, mais un espace peuplé d'une histoire connue, celle de la confrontation avec la meute. Cette narration transformait une anxiété diffuse en une menace nommée et, d'une certaine manière, apprivoisée par la parole et le souvenir partagé. De cette peur matinée de familiarité naissait probablement un profond respect. Les Néandertaliens, en tant que chasseurs coopératifs experts, étaient parfaitement capables de reconnaître l'efficacité et l'intelligence chez les autres. Ils voyaient dans la meute de loups un reflet déformé mais reconnaissable de leur propre stratégie, la coordination, la persévérance, le soin porté aux jeunes, la défense du territoire. L'adversaire n'était pas un monstre chaotique, mais un ordre rival, une autre forme de succès dans l'art difficile de la survie glaciaire. Ce respect pour les qualités de l'ennemi est une émologie humaine universelle, et il n'est aucune raison de penser que les Néandertaliens en étaient dépourvus. Ils pouvaient à la fois redouter la meute et admirer, en praticien, son implacable efficacité. C'est peut-être à la croisée de cette peur et de ce respect qu'une dimension symbolique a pu émerger. Le registre archéologique offre ici quelques indices ténus mais fascinants. La découverte, sur certains sites, de dents de loup ou d'autres carnivores soigneusement percés, polis et portés comme pendentifs ou ornements, est significative. Pourquoi porter la dent d'un prédateur ? Les explications purement utilitaires, un outil, un grattoir, ne tiennent pas face à la finesse de la préparation et au choix de l'objet. Il s'agit plus vraisemblablement d'un acte chargé de sens. Porter une canine de loup, c'est peut-être s'approprier symboliquement certaines de ses qualités, sa force, sa ténacité, son appartenance à un groupe soudé. C'est une façon de transformer l'ennemi en allié, de capturer symboliquement son pouvoir pour se protéger de lui ou pour renforcer son propre statut au sein du clan. Ce geste transforme l'animal d'un simple danger en un concept, une idée manipulable. D'autres artefacts, comme des os ou des blocs de pierre portant des marques abstraites, les séries de lignes ou de cupules pourraient aussi, dans certains cas, faire référence à des expériences fondamentales comme la chasse ou la confrontation avec les prédateurs. Bien que nous ne puissions jamais déchiffrer leur code, il est plausible que l'expérience si prégnante du conflit avec le loup ait fourni une source puissante d'inspiration pour ses premières expressions graphiques. Représenter, même de manière non figurative, ce qui vous menace ou ce qui vous définit, est un pas vers la maîtrise symbolique du monde. La victoire dans un affrontement direct, lorsqu'elle avait lieu, ne devait pas non plus passer inaperçue. Tuer ou repousser une meute était un événement majeur, une démonstration de courage et d'efficacité collective qui renforçait le prestige des individus impliqués et la cohésion du groupe tout entier. De tels événements pouvaient donner lieu à des célébrations, des récits détaillés qui devenaient des légendes fondatrices ou même à des gestes rituels. Peut-être que les restes de l'animal abattu, au-delà de l'utilisation utilitaire de sa peau et de ses os, faisaient l'objet d'un traitement particulier, une façon de marquer le respect pour l'adversaire vaincu et de clore symboliquement l'épisode violent. Au plus profond, cette relation a dû influencer la façon dont les Néandertaliens se percevaient eux-mêmes. Dans un monde où la frontière entre chasseurs et chassés était constamment franchie, l'identité devait être fluide. Ils n'étaient pas les maîtres incontestés, mais les participants à un équilibre brutal où la suprématie se méritait chaque jour. Cette conscience aiguë de leur propre vulnérabilité, doublée de la fierté de leur capacité à y faire face, a pu forger une vision du monde à la fois réaliste et résiliente. Leur monde spirituel, s'il existait, était probablement peuplé des forces tangibles qui dictaient leur survie le froid, le gibier et certainement les prédateurs redoutables comme le loup ou l'ours. Ainsi, le legs le plus profond de la lutte quotidienne contre les loups n'est peut-être pas une technique de chasse ou une adaptation physique, mais une certaine disposition psychologique et culturelle. Une disposition qui mêlait une vigilance extrême, un respect pour l'intelligence et la force de l'autre, et une capacité à transformer l'expérience traumatisante en récit, en symbole et finalement en élément de cohésion identitaire. Ce legs est par essence intangible, caché dans les interstices de ce que nous pouvons déduire de leur comportement. Mais il nous rappelle que les Néandertaliens ne vivaient pas seulement dans un monde d'outils et de proies, ils vivaient dans un monde de sens, de peurs partagées et de respect négocié avec les puissances de leur environnement. Le hurlement du loup dans la nuit n'était pas qu'un signal d'alarme. C'était peut-être aussi, d'une façon que nous ne saisirons jamais complètement, un personnage dans l'histoire qu'ils se racontaient sur eux-mêmes, une histoire de survie, de courage et de coexistence forcée avec les ombres de la steppe glacée.
En cherchant à comprendre cette relation au-delà de l'os et de la pierre, nous touchons du doigt l'humanité pleine et entière de ses lointains cousins. Une humanité qui, comme la nôtre, savait avoir peur, admirer et tenter de donner un sens aux forces qui la dépassaient.